En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Les petits coins sympas, ça se cherche, et quand on les trouve, on n'en part plus. Merci à nos partenaires du jour, ASICS et Sunto, qui nous donnent les lots pour la tombola. C'est good. Merci à Run Advisor, parce que finalement c'est la soirée autour de Run Advisor et de l'application. Donc l'application, je vous invite à la télécharger, à gratter un petit peu. C'est l'application en fait pour les coureurs, l'application polyvalente pour les coureurs curieux. Merci à Hugo de nous faire l'amabilité de sa présence, de son expertise au micro. Voilà, Hugo, on se connaît depuis pas mal de temps, mais il monte dans sa petite carte de speaker. Donc merci à toi de venir. Salut Thomas, bonjour à tous. C'est vrai que Thomas, je pense la fois où on s'est vraiment rencontrés, c'était à l'hivernal des Templiers. Ah oui, qu'on a partagé la chambre. Moi, j'étais arrivé avec ma jambe dans la telle, parce que je m'étais cassé la rotule au Grand Aide de la Réunion. Donc les erreurs à éviter, ce soir on va vous en parler. Évitez de taper dans un caillou quand vous faites du trail, ça peut très mal se passer. Et depuis, on se croise parfois à Clermont et puis ici à Chamonix. Exactement. Ce soir, en fait, la thématique du moment, c'était les erreurs à éviter. Donc, il y en a certaines qui n'auront pas pu être évitées, que vous aurez faites juste avant le départ. Et on va parler un petit peu de celles que vous pourrez éviter entre aujourd'hui et un éventuel départ vendredi. Ceux qui partent avant, c'est pire. L'idée, alors on est ici, on est à Chamonix. Comme on est un événement non coopté par... la grande UTMB, on n'a pas trop le droit de dire qu'on est UTMB. Donc on va parler de trail en montagne autour d'une montagne un petit peu majestueuse. Donc on va dire qu'on parle de trail montagne. Donc ce sera les erreurs à éviter finalement avant un trail longue distance en montagne. Ou alors la course de quartier de Chamonix, comme l'a renommé Les Genoux dans le Gif, qui doivent peut-être en ce moment réfléchir à déposer aussi le nom de course de quartier, parce que c'est pas mal repris. Exact. Course de quartier, ouais. C'est un bon quartier, hein. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, moi, ça fait un petit peu de temps que j'étais pas venu à Chamonix pour l'UTMB. Je reviens avec, finalement, je redécouvre un environnement trail qui a un peu changé. On est très international. C'est en train de devenir un peu triathlète, Ironman. Alors avec des avantages, des inconvénients, on pourra débattre à souhait de tout ça, mais l'idée générale, c'est en train de devenir un événement mondial. C'est l'occasion de se retrouver autour de plusieurs thématiques, de partager des bons moments, d'échanger avec des gens d'horizons différents. Et puis voilà, l'occasion de faire des petites conférences sympas. On va pas se prendre la tête, on va aborder différentes thématiques. Et éventuellement, si vous avez des questions, on débattra ensuite. Voilà, comme à l'école, vous levez la main et Thomas, en tant que maître instructeur, vous donnera la parole. Alors, quelques thématiques ce soir. On va rentrer dans le vif du sujet, mais c'est du classique, c'est du réchauffé, c'est ce qu'on voit dans tous les magazines, les petites vidéos. On va vous parler de l'entraînement avant la course, puisqu'il y a cette sacro-sainte dernière semaine. Qu'est-ce qu'on fait pendant ? Le sommeil. Alors Thomas, j'avais écouté un de tes podcasts avec de la borne plein les oreilles, et au-delà d'avoir beaucoup rigolé pour parler de la récupération,
toi, tu nous vantais surtout les mérites du sommeil plus qu'autre chose. Donc, on verra ce qu'il y a à faire avant une course. La nutrition. Donc là, on a vraiment les 3 piliers. Entraînement, sommeil, nutrition. Là, vous ne pouvez pas vous rater. Après, on parlera un petit peu d'altitude, puisque justement, Thomas avait fait un podcast avec un spécialiste de l'altitude, Vincent Pialou. Ça m'avait beaucoup séduit et j'ai fait 1 mois en altitude. Donc, je reviens de Tignes exprès pour vous. Donc, vous pouvez me remercier. Non, je plaisante. Et après, on fera des petits extras. Voilà, ça c'est un petit peu pour rigoler. Mais pas que. On aura quelques études à l'appui néanmoins. On est quand même là-dessus. Donc en fait, sexe et alcool, c'est à la fin. Voilà, bon, Thomas a spoilé, mais c'est pas grave. Non, mais ça fait souvent rester ça. Oui, voilà, ça fait souvent rester. Donc, 4 grandes thématiques. Et puis derrière, on a aussi l'automédication, qui sera un peu une plus petite thématique comme les extras. L'automédication, moi en tant que speaker, ce que je peux voir, c'est quelques coureurs qui arrivent avec des tablettes de médicaments un peu dans les poches à l'arrivée. Bon, alors je sais pas trop ce que c'est. Et puis Thomas nous parlera vraiment des anti-inflammatoires. Ça, c'est le truc à éviter. Et on reviendra là-dessus, puisque tu vois, Thomas, j'avais eu une question dans la semaine de quelqu'un qui se demandait, pas dans un but de dopage, mais dans un but de finir la course en cas de problème, que donner à son assistance en termes de médicaments. Voilà, si j'arrive au ravito, j'ai mal au ventre, c'est impossible de manger, etc. Ou si j'ai la tête qui tourne, on verra. Donc, première thématique, Thomas, l'entraînement. Et surtout, au-delà de l'entraînement, la dernière semaine, la séance de trop. La séance de trop, je dirais qu'à un moment donné, ce qui n'a pas été fait, c'est pas le moment de le faire. Et de toute façon, vous ne pourrez pas remplacer un manquement que vous n'avez pas fait pendant toute une planification bien construite. La séance de trop, ça veut dire quoi? Ça va être la séance pour se rassurer, la séance qu'on dit c'est vrai que j'ai pas trop fait de dénivelé, typiquement j'arrive ici, je débarque, effectivement il va y avoir du dénivelé, en fait je suis logé pas très loin du centre-ville de Chamonix et pourquoi pas faire un petit kilomètre vertical pour être sûr que les bâtons ça fonctionne bien et que je suis raccord avec l'environnement du quartier. Alors même si finalement ça pourrait vous rassurer, auquel cas finalement les bénéfices et les notions que vous en sortirez après cette séance-là, c'est bien, mais finalement ça vous aura quand même pas mal empiété sur votre capacité à être bien le lendemain. Donc la séance de trop, je dirais qu'à un moment donné, le repos, alors il y a le vieil adage, mais le repos fait partie de l'entraînement, certes. Trop de repos, oui, effectivement, ça ne fait pas beaucoup progresser, mais je pense que la dernière semaine, c'est faut faire à l'envie et pas avoir peur de trop se reposer. En fait, j'avais un grand mentor qui me disait on peut gagner une course en étant sous-entraîné, on est sûr de perdre en étant surentraîné. Clairement, la dernière semaine, un peu plus de repos, un peu plus de je prends soin de moi, ça sera de toute façon bénéfique sur une course courte, mais alors encore plus sur un ultra. Alors justement, les gens souvent ils ont un petit peu peur de faire ce repos, Thomas, parce qu'ils se disent mais je me suis entraîné super dur et tout, là j'ai pas de séance pendant une semaine, pendant 10 jours, j'ai un footing qui traîne à droite à gauche, je vais perdre ma vitesse, je vais perdre la qualité de ma foulée, etc. Toi qui as quelques données, combien de temps on met à se désadapter, à commencer à perdre, je sais pas moi, quelques pourcentages de VO2 max ou des choses comme ça? En général, ce qu'on donne, c'est que quand on stimule pas une qualité musculaire, alors on la perd plus ou moins vite. Si on prend par exemple la force musculaire, on perd la force musculaire au bout de 3 jours qu'on ne sollicite pas cette qualité. Et c'est pareil pour la VO2 max. Si vous sollicitez pas un pourcentage au moins autour des 80% de votre VO2 max, vous allez perdre cette capacité à aller la chercher. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé de la stimuler longtemps, cette qualité. Il suffit de faire des petits rappels. C'est pour ça qu'en fait, la dernière semaine, ce qu'on fait, on diminue drastiquement le volume et on garde la qualité dans ces sollicitations. Donc c'est typiquement la petite séance de 30-30 où d'habitude, si on en fait 20 répètes, on va faire une petite dizaine de répètes juste pour garder cette stimulation qui va permettre de rappeler au corps cette capacité à pouvoir aller chercher ce pourcentage élevé de VO2. Et donc tu parlais de 3-4 jours pour commencer à perdre un petit peu. Par exemple, moi, pour préparer cette course, donc l'UTMB de vendredi, dans les 10 derniers jours, j'ai eu une séance, un jour de repos. Une séance, un jour de repos. Mais une séance qui, bien sûr, par rapport à d'habitude, était non seulement divisée par 2 en termes de quantité, mais aussi de qualité.
Et ressolliciter les muscles des jambes toutes les 48 heures, c'était aussi un conseil de Benoît Nave, que tu connais un petit peu, pour que tes muscles gardent, je ne sais pas si on peut dire l'influx nerveux, mais l'appréhension du terrain. Ouais, en fait, c'est des petits rappels qui font que on se rappelle en mémoire tissulaire de cette qualité et cette stimulation. En fait, il n'y a pas vraiment de règle, et chaque règle, on va dire, elle est bonne par rapport aux exceptions de chacun. Donc cette règle-là, finalement, de un jour, ça peut être très bien. Encore une fois, quand ça marche, faut être pragmatique. Quand ça marche et que ça fonctionne chez vous, faut le garder. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que finalement, ce qui a marché 1 année, 2 années, 3 années, des fois la 4e, on comprend pas, on fait exactement la même chose et finalement ça marche moins bien. Donc faut pas hésiter à sortir effectivement pas de sa zone de confort, mais de ses habitudes. On garde une routine de planning, mais pas forcément de training. Et est-ce que dans cette dernière semaine, tu parles de diviser à chaque fois un petit peu l'intensité? Est-ce que tu ajouterais des spécificités pour ceux qui vont préparer une course très longue, donc je parlais de l'UTMB, et pour ceux qui vont préparer une course plus courte? Par exemple, le week-end dernier, on a eu les courses de l'Échappée Belle. Cette année, ils ont fait une Sky Race, donc c'est un effort, voilà, ça s'est remporté en un peu plus de 2h30. Et à côté, la grande course de l'Échappée Belle se remporte en un tout petit peu moins de 30 heures. Ce qui fait que sur ce week-end, on a 2 types de coureurs différents, 2 profils différents. Donc est-ce que les 2 vont pouvoir suivre un petit peu la même recette? Non, clairement. Enfin, la même recette. Je dirais que la recette qui va primer, c'est quand même d'arriver au départ pas blessé. Donc ça, c'est la recette qui va marcher pour tout le monde. La recette qui va marcher en fonction de la spécificité de la course de chacun, elle va être propre à la spécificité de la course de chacun. Donc l'entraînement va être spécifique. Clairement, si je prépare l'Échappée Belle, je vais avoir quand même dans ma thématique une énorme thématique préparation musculaire. Bien plus finalement que sur une Sky Race où là ça va être plutôt une thématique un peu physio et je vais aller chercher des stratégies un petit peu d'optimisation de mes qualités cardiovasculaires. Maintenant sur la partie Échappée Belle, on va se l'avouer, ça reste de la randonnée rapide, on va marcher beaucoup et il faut éviter de se détruire trop rapidement. Donc la thématique essentielle ça va être la qualité et pas se détruire musculairement, donc on va peut-être faire des rappels de pliométrie, ainsi de suite. Et peut-être que sur une Sky Race, on va peut-être plus insister sur des qualités, des rappels plus physio, à savoir est-ce que ma petite séance de seuil, quand est-ce que je la place au dernier moment, ainsi de suite. Alors maintenant, Thomas, qu'on a compris que plus la course approchait, plus on allait diminuer l'entraînement, même si on l'a tous en tête, est-ce que tu as des erreurs vraiment frappantes dont tu te souviens? Non, les erreurs frappantes, c'est effectivement quand vous avez... En gros, quand vous êtes un peu, vous avez raté un petit peu votre prépa, typiquement, moi, si je prends mon exemple, ça va être le Mont Fuji. J'ai fait le Mont Fuji en 2014. J'avais un peu une thématique autour de... le Mont Fuji, c'est en gros une Saint-Élion un peu en Asie, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et en gros, on essaye de rattraper au dernier moment en disant « Ouais, bon, on va aller faire un peu de montagne ». Bon, j'étais allé faire la montagne avec François, j'ai bien compris que ça allait être le massacre, donc on essaie de se rassurer, de faire un petit peu les trucs un petit peu au dernier moment, et là on se plante, parce que oui, vous êtes planté, le meilleur conseil, ça serait d'arriver au moins reposé sur le départ, et puis c'est pas votre qualité, tant pis, il va falloir faire avec. Et rattraper le temps perdu, c'est mort. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi un manque de confiance de l'athlète d'arriver, donc par exemple si on reprend les courses de ce week-end, l'athlète il a réservé sa semaine de vacances, son logement, etc. Il arrive le lundi sur place et finalement comme tu le dis, sa prépa s'est pas bien passée pour X raisons. Finalement dans le dernier mois il s'est fait une petite entorse, il a pu courir mais il a fallu réduire, faire un peu plus de vélo, ça lui a pas trop plu. Finalement il a eu un petit tendon rotulien qui l'a titillé, il a dû faire sauter 2 séances de dénivelé. Ça sent l'expérience perso. Non, pas du tout. Moi je n'ai jamais été blessé, j'ai toujours eu une pratique raisonnable comme tout le monde. J'entends. C'est purement fictif. Et cet athlète, en arrivant, va se dire ouais mais non mais je suis pas prêt. Et du coup à ce moment-là il va vouloir faire ce qu'on disait, la séance de trop, alors qu'en fait il devrait arriver dans une optique différente en se disant bon, finalement c'est pas trop mal, j'ai annulé quelques séances mais j'arrive plutôt en bonne santé, peut-être que je suis à 90% de mon potentiel physique, mais est-ce que je vais vraiment livrer une bataille terrible cette semaine pour aller chercher 92%, ou est-ce que je vais rester sur mes acquis, tranquille, je vais me reposer,
mieux vaut assurer, être sûr de son coup plutôt que faire le feu follet le lendemain. Et c'est peut-être une réaction que beaucoup n'ont pas par crainte de la course. Mais par crainte, et je dirais qu'à un moment donné, ce qui est beau dans le trail, c'est que on pourra revenir sur un débat, mais à un moment donné, au départ, personne n'est sûr d'être à l'arrivée. Donc cette crainte-là, elle est inhérente et c'est l'essence même de la discipline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que je vais être au départ le mieux possible, mais mon but c'est d'être à l'arrivée, et auquel cas, ouais, la question elle est vite répondue, comme on dirait, mais oui, 85% pas blessé, c'est toujours mieux qu'à essayer de gratter 92 en étant blessé au départ. En fait, le meilleur facteur de performance que vous devez garder en tête, c'est la non-blessure. Déjà, si vous arrivez au départ non blessé, avec l'envie, et à 85%, mais c'est parfait. Il faudra juste faire une optimisation de vos 85% plutôt qu'essayer d'aller gratter 5-6% la dernière semaine. Et alors, à l'inverse, on a aussi le coureur qui est trop sûr de lui, trop sûr de sa prépa, qui s'est bien passé. Sa prépa s'est très très bien passée. Et il va arriver au départ de la course en pensant qu'il a fait tout le boulot. En se disant, bah, c'est bon, moi j'ai fait une bonne prépa, je me suis fait un plan de bataille pour la course, je vais finir en temps d'heure, parce que je me suis bien préparé, c'est mon niveau, c'est ce que je vaux. Et en fait, à ce moment-là, il va faire une erreur, c'est-à-dire que ce qu'il n'a pas forcément bien compris, ce coureur, c'est que une fois qu'on est bien entraîné, qu'on est au départ, il reste tout le chemin de la course à faire. Oui. Et à ce moment-là, il va être sujet à tout un tas de problèmes de gestion. Donc on a aussi ce souci du coureur qui arrive avec trop de confiance. Alors, s'il a trop de confiance, son plus grand problème, c'est pas trop de confiance juste avant le départ, c'est trop de confiance juste après le départ. C'est-à-dire que je suis super bien, je suis super reposé, j'arrive avec du jus, mais c'est bien du jus. Mais il faut rester sur son tableau de marche qui était prévu. Pas je me sens finalement super bien et que j'avais prévu de faire 40 heures. Ah, je dois pouvoir gratter 30 heures et puis je fais sauter tous mes temps de passage. Et bah non, on est préparé pour un objectif qu'on s'est mis dans le viseur à long terme. Donc là, trop de confiance, je dirais que c'est pas grave dans la prépa. Une prépa qui se passe bien, c'est une prépa où on a l'impression que tout est facile. C'est pas grave d'avoir l'impression que tout est facile dans une préparation. Si c'est facile jusqu'au bout et jusqu'à la dernière semaine, mais c'est impeccable. Après, il faut juste que cette prépa elle soit raccord avec votre objectif. Trop facile, si vous avez fait 50 km par semaine pour préparer l'UTMB, ça va être léger. Mais si vous avez fait une prépa qui est en raccord avec votre objectif, si c'est facile et que vous êtes serein au départ, il faut continuer à être serein et rester sur votre tableau de marche et être sérieux, sans trop de confiance, pendant la course. Donc ça, on peut aussi le mettre sur le compte de l'entraînement qui a beaucoup diminué avant la compétition. L'athlète, d'un coup, se retrouve dans sa chambre d'hôtel, en plus avec une semaine de congé. Il a rien à faire, il glande un peu sur les réseaux, il commence à voir les copains qui s'amusent sur la TDS. Le lendemain, il est surexcité par une OCC. Et puis quand il prend le départ, il a oublié que sa course est un petit peu longue. Et du coup, il s'est, entre guillemets, monté le bourrichon. Et derrière, paf. Bah, l'erreur classique, c'est j'ai du temps. Ouais, mais je suis quand même à Chamonix. Ouais, il y a le salon, et puis il y a puis il y a le Montant-Vert, et puis il y a l'Aiguille du Midi, machin. En fait, vous cramez toute votre jus en 4 jours, sans avoir en plus activé des processus physiologiques. Donc oui, c'est sûr que ça, c'est le plus gros piège. En fait, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et ça marche aussi en sport. Mais alors après, on va pas non plus se frustrer, par exemple, parce que venir quand même participer à une des courses ici à Chamonix et se priver de voir un peu le monde sur le salon ou se priver de discuter un peu avec les copains devant le retrait des dossards, c'est quand même un peu dommage. On peut quand même passer un petit peu à côté de l'événement. J'ai par exemple Robin des genoux dans le gif qui, quand j'ai attendu je crois 2 heures pour retirer mon dossard en 2017 au Grand Raid de la Réunion, plein soleil, l'horreur, une déshydratation probablement cet après-midi-là, il m'a dit, ouais, mais là, Hugo, t'as vécu le truc, quoi, au moins. Et donc, peut-être pour être dans la juste mesure, puisqu'on le verra tout à l'heure, les extrêmes sont jamais bons, entre celui qui va passer 3 après-midi dans la semaine sur le salon à piétiner pendant 5-6 heures, et celui qui finalement n'y sera pas du tout allé, sera presque complètement passé à côté de l'événement, on peut trouver une nuance, un juste milieu, en s'accordant une demi-journée de détente. Voilà, ça c'est ma demi-journée, je vais passer 2 heures sur le salon, je vais voir tous les stands qui me font plaisir, après je vais aller chercher mon dossard, et puis après je rentre et on n'en parle plus, je me mets dans ma bulle pour la course. Ouais, ça c'est la bonne, clairement c'est la bonne stratégie, la stratégie de je prévois, et quand vous prévoyez, globalement vous vous trompez moins.
Et ça marche pour un plan d'entraînement, ça marche aussi pour cette dernière semaine, ça marche aussi pour effectivement l'effervescence autour d'un événement comme l'UTMB. Donc oui, c'est sûr que quand tu prévois les choses, globalement, ça marche beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres erreurs sur l'entraînement avant la course ? Non, bah après, je dirais que chaque cas est particulier. Chaque erreur en entraînement va être en lien avec cette capacité à pouvoir organiser votre préparation, organiser la dernière semaine et rester dans votre plan de course le plus longtemps possible. Donc l'erreur de la dernière semaine, je dirais que s'écouter, pas en faire plus, pas en faire trop, le plus est l'ennemi du bien, clairement, surtout cette dernière semaine-là. Ah, tu as insisté sur quelque chose qui est très important, c'est que chaque cas est particulier. Par exemple, à l'approche justement de cette course qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux, donc tu as quelques athlètes qui continuent, c'est mon cas mais il y en a d'autres, à publier toutes leurs sorties sur Strava, etc. Puis d'autres les relayent sur d'autres médias après. Bref, c'est commenté par un petit peu tout le monde. Et mon ami casquette verte, Alexandre Bouchet, à chaque fois se fait tirer les oreilles par la plèbe, j'ai envie de dire, parce qu'il ne se fait pas tirer les oreilles par des spécialistes. Parce que tous les jours, il court à peu près 2 heures. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce garçon fait ça depuis des années. Donc chez lui, c'est une habitude. Du coup, il réduit un petit peu les 3-4 derniers jours avant l'UTMB, mais c'est vrai que, voilà, par exemple, lundi, on pouvait le voir faire 25 km. Et moi, si je ferais comme lui, ça ne marcherait absolument pas, parce que je suis quelqu'un qui court beaucoup moins dans la semaine. Après, on a aussi d'autres cas un petit peu bizarres. Moi, cette année, je n'ai pas eu de problème. J'ai suivi une préparation classique, donc j'en suis très content. Et du coup, dans les 10 derniers jours, voire même les 15 derniers jours, j'ai vraiment déchargé. Et par contre, on a le cas de Germain Grangier qui s'était un petit peu blessé à un pied et qui, lui, dans les 15 derniers jours, a été obligé de garder un petit peu plus de sollicitation. Donc finalement, quand on regarde les deux sans connaître, on se dit, bah tiens, c'est marrant, ils n'ont pas fait pareil. Mais parce que justement, il y a le vécu, chacun n'a pas vécu la même préparation. Clairement, et puis le problème, c'est que chacun a ses habitudes, chacun a sa routine, chacun a ses grandes lignes de préparation. On ne peut pas décontextualiser des séances, c'est un peu l'inconvénient de Strava, c'est-à-dire que vous pouvez interpréter une séance sur Strava quand vous avez une visibilité de l'ensemble des séances qui vont en fait constituer le cycle d'entraînement. L'important dans l'entraînement, c'est l'assimilation des séances. C'est pas une séance prise isolément qui va vous changer votre stratégie et votre niveau de course. Le niveau de course, il est en lien avec une assimilation des entraînements régulièrement et si possible le plus intelligemment possible. Casquette verte, 2 heures tous les jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait tout le temps la même chose, d'un point de vue physiologie, on augmente ce qu'on appelle son indice de monotonie, de faire toujours la même chose. Vous stimulez toujours les mêmes filières énergétiques, toujours les mêmes structures. Et à un moment donné, vous êtes plus à risque de vous blesser que si vous jouez différentes thématiques. Vous améliorez votre physiologie parce que des fois, vous faites un peu plus de dénivelé, un peu de fractionné, un peu plus de rythme. Tout ça, ça va permettre finalement de diminuer ce risque de blessure. Donc là, on s'écarte un petit peu de la thématique. Je pense qu'il va falloir qu'on avance parce que sinon on est perdu. Mais clairement, voilà, la stratégie, c'est plus je sollicite largement mes filières, largement mes structures dans différents contextes, meilleure sera ma préparation parce que je vais avoir balayé le plus largement possible mes qualités et mes structures dans l'activité. Oui, on va passer aussi aux autres sujets. Je pense que sur l'entraînement, on a tout donné. Mais bon, c'est un peu aussi ton thème quand même favori, l'entraînement, Thomas. Ouais. Là, on va parler du sommeil. Ouais. Ça embête tout le monde, ça. Ah ouais, ça endort. Mais non, l'entraînement, c'est pas que c'est mon thème favori, c'est que je trouve que moi, j'ai une grande thématique qui est en fait en lien avec mon boulot d'origine, qui est quand même de soigner des coureurs. Et à un moment donné, je trouve qu'on noie le poisson. L'entraînement, c'est quand finalement on se blesse pas parce qu'on a la mauvaise chaussure, le mauvais geste, ainsi de suite. On se blesse juste parce qu'on fait n'importe quoi à l'entraînement et que le fait de faire n'importe quoi à l'entraînement, c'est la partie complètement immergée de l'iceberg. Alors c'est sûr que c'est kiffant de parler, est-ce qu'il faut manger des carottes, est-ce qu'il faut manger des tomates, machin. Mais à un moment donné, on se blesse juste parce que je fais n'importe quoi à l'entraînement. Donc l'entraînement, pour moi, ça devrait être quand même à un moment donné le cœur de cible et là où vous devez mettre le plus d'énergie et le plus de moyens pour être près le jour J. Changer de chaussures, oui, c'est bien, mais ce que vous faites à l'entraînement, c'est clairement plus impactant pour le reste. Bon, alors donc s'entraîner, c'est bien, pas trop.
Et si on veut assimiler correctement l'entraînement, la deuxième thématique, c'est le sommeil. Alors le sommeil, quand on va préparer un ultra, ça va être d'autant plus important que sur l'ultra, on va être privé de sommeil. C'est-à-dire que on va être privé une demi-nuit pour des ultras qui font 80, 100, 120 bornes. Et puis pour des formats 100 miles, alors on a parlé de l'échappée belle la semaine dernière, il y aura les courses autour de Chamonix ce week-end-là. Là, on va passer au moins une nuit dehors, 1,5 pour d'autres, 2 pour certains. Donc ce sommeil, il va nous manquer. Est-ce qu'on peut, Thomas, en emmagasiner un peu plus ? On parlera de nutrition après. On peut en nutrition gonfler un petit peu ces stocks de glycogène. Bon, c'est pas la panacée, mais on peut le faire. Ouais. Est-ce qu'en sommeil, on peut en emmagasiner plus ? Si je dors plus cette semaine, est-ce que j'aurai plus de cartouches de sommeil pendant la course ? Alors, il y a le sommeil, il faut comprendre un truc, c'est que si vous devez mettre l'accent sur un concept de récupération, c'est le sommeil. Ça coûte rien et ça marche super bien. Et l'emmagasinage, ouais, bref. L'accumulation de sommeil, oui, ça marche vachement mieux que le glycogène. Et la stratégie des siestes, c'est hyper intéressant. On ne compte plus les études qui valorisent finalement cette stratégie de la sieste. La sieste, ça marche ultra bien. Et alors, qui plus est quand on prépare un ultra. Emmagasiner, pour moi, la thématique générale, si je veux éviter de me blesser, optimiser ma physio et arriver dans les meilleures qualités possibles au départ, il faut faire une sieste tous les jours. La sieste, clairement, ça va être bénéfique dans n'importe quel cas. Et ça coûte rien. Alors après, on n'est pas obligé de dormir c'est compliqué des fois de vouloir et de pouvoir. Donc on peut se supplémenter en mélatonine. On est loin du dopage. La mélatonine, c'est quelque chose qui va aider à l'endormissement. On est un peu sur la tisane verveine, mais un peu plus efficace. On peut trouver de la mélatonine naturelle. C'est celle que j'ai pris pour ce dernier mois de préparation. Fait à base de je sais plus quels végétaux, mais on a de très bons produits. Après, il y en a aussi en pharmacie un peu plus industrielle. Mais est-ce qu'à l'approche de l'événement, Thomas, si on prend un petit peu de mélatonine, alors ça peut être pour plusieurs raisons. Il y a aussi ceux qui dorment tout simplement mal la nuit, au-delà de même faire une sieste, ou ceux qui vont en consommer un peu l'après-midi pour faire une sieste. Est-ce que justement, cette mélatonine, il ne faudrait pas la stopper un petit peu à l'approche de l'événement ? Ouais, en fait, si c'est quelque chose qui vous permet finalement d'améliorer votre sommeil, oui, de toute façon, il va falloir la stopper parce que finalement, à un moment donné, il va falloir être un petit peu vigilant. Mais la qualité du sommeil en amont, elle est primordiale. Donc oui, la mélatonine, tu peux la stopper 3-4 jours avant. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre moins bonne nuit, ça va être la veille, mais c'est celle qui va finalement le moins vous reconstruire. Donc l'accumulation que vous aurez pu faire avant d'une bonne qualité de sommeil, celle-là, elle est primordiale. Et si elle peut être aidée avec de la mélatonine, pourquoi pas ? Mais c'est pas une obligation en soi, mais si vous devez optimiser votre sommeil, ça peut être payant. Ouais. Alors, quelque chose que j'avais fait pour le sommeil, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais fait la sieste. C'est pas de ma volonté, Même petit, à la maternelle, j'étais le pénible qui embête l'ATSEM pendant les siestes. Donc j'ai jamais dormi l'après-midi, sauf après des soirées, mais c'est pas le thème du podcast. Non, ça c'est tu t'es pas réveillé. Ça compte pas en fait. C'est possible. Mais à chaque fois que j'ai dormi l'après-midi, il y avait anguille sous roche. Et j'avais essayé pour la Trans-Gran Canaria de me lever plus tard. Donc j'ai un réveil naturel entre 6 et 7 heures. Et là, je me forçais à rester au lit jusqu'à 8 heures du matin. Et ensuite, l'après-midi, je me forçais à m'assoupir entre 14 et 15 heures, en gros, une trentaine de minutes. Alors, j'ai jamais dormi la semaine avant. Mais par contre, étonnamment, j'ai fait une très bonne nuit sur cette Trans-Gran Canaria. Donc, est-ce que finalement, pour les gens peut-être un peu stressés comme moi, alors je sais pas si c'est du stress ou si c'est, je ferai jamais la sieste de ma vie, mais est-ce que pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, finalement, il n'y a quand même pas un intérêt aussi à aller au lit et à y rester ? Ah non, mais c'est... En gros, une qualité, le sommeil, on va dire, il y a plusieurs cycles dans le sommeil. Le premier cycle, c'est le plus réparateur finalement. Donc, et ça dure pas longtemps, ça dure un petit quart d'heure. Quand vous commencez à vous assoupir et à penser à des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le schmilblick, de toute façon, là, vous avez basculé dans ce premier cycle. Donc celui-là, il est plus réparateur. Donc quand vous avez l'impression de ne pas avoir dormi,
En fait, vous êtes reposé, vous avez en gros suffisamment acquis de temps de repos pour que déjà ce petit temps soit réparateur. Donc, non, c'est pas une obligation de vouloir absolument dormir et de partir dans un sommeil profond. Le premier cycle, le sommeil paradoxal, ça suffit largement. Donc ça, c'est dans les choses à éviter avant la course. Maintenant, à l'approche de l'événement, je vais rentrer dans mon événement. Peut-être qu'on peut aussi donner un conseil, puisque sans doute ceux qui nous regardent ici ou sur les réseaux vont participer à une des courses. Est-ce que quand je suis dans mon ultra, quand je suis dans ma course, est-ce qu'à un moment donné, je dois me forcer à dormir ou est-ce que c'est pas forcément nécessaire ? Alors c'est marrant parce que là, fin juillet, j'ai accompagné un copain qui faisait une traversée de la France. Donc, faut se dire qu'il y a des trucs débiles en course à pied, il y a pas mal de trucs encore plus débiles en vélo. Hein. Il y a la course s'appelle... il y a match. Ouais, il y a match. Il y a match, mais ils ont fait la PTL quand même. Ouais, mais il y a match. Là, ils sont quand même bien débiles. Hein. Donc c'est la Race Cross France. Donc concrètement, on part de Nice, on arrive au Touquet. Clairement, la stratégie de dormir régulièrement, dès que vous avez vos premiers signaux, ça va être payant. Dormir, ça veut dire 5 minutes. 5 minutes, je me pose, je mets le timer, je me réveille au bout de 5 minutes. Vous allez basculer dans votre premier sommeil et ça va être hyper réparateur. Là, on parle quand même des gens qui vont quasiment arriver dans la deuxième nuit. Hein. La première nuit, il faut se faire la peau parce que vous allez perdre plus de temps, je pense. Si vous avez entre guillemets, respecté un petit peu ce plan de sommeil en amont, la petite sieste avant, je me lève, petite sieste, ainsi de suite, ça va marcher. La deuxième nuit, dès que vous commencez à avoir envie de dormir, il faut se forcer à prendre du temps plutôt que lutter, parce que de toute façon, quand vous aurez envie de dormir, ça va être le massacre. Je vous donne juste un petit exemple par rapport à la PTL. Alors la PTL, ma femme dirait que c'est les joyeux randonneurs autour du Mont Blanc. C'est pas faux, ça dure très longtemps, mais encore plus longtemps quand vous avez une stratégie où vous allez lutter le sommeil du lundi au vendredi. Nous, on avait pris une stratégie où on va essayer de dormir à peu près tous les 50 km. On arrive 4e au premier plan, au premier CP. On repart à peu près 38e équipe. On a fait toute la semaine à remonter. À la fin, on a redoublé les gens. Ils dormaient sur la route. Et nous, en fait, on n'avait pas de dette de sommeil. Je pense que la stratégie de lutter contre le sommeil, vous allez tout le temps perdre. Donc, prendre du temps, peut-être toutes les 3 heures, à prendre 5 minutes juste pour se reposer, fermer les yeux, dormir, ça va être clairement payant sur la fin. Alors, un exemple pour ma part aussi. Lors de mon premier UTMB en 2018, catastrophe, la nuit, pas bien, quoi. J'avais la tête qui penchait en avant, etc. J'avais envie de dormir. Et je ne l'ai pas fait parce que je pensais que j'allais repartir avec des courbatures, avec les tendons tout raides. Moi, j'ai les tendons d'Achille qui deviennent très raides. Donc, je ne l'ai pas fait. En 2019, j'ai pas eu de problème de sommeil. Et en 2020, sur l'échappée belle, à des moments donnés, pareil, comme en 2018, la tête qui plonge vers l'avant, les yeux qui se ferment un peu tout seuls, la vue qui se brouille. Et cette fois-ci, j'avais un pacer avec moi. Et je lui ai dit, écoute, Cédric, tu me tapes. Là, je vais m'asseoir, je vais m'allonger. Donc j'étais dans la forêt. Et tu me réveilles dans 3-4 minutes. Et c'est ce qu'il a fait, et ça m'a fait beaucoup de bien finalement. Mais parce que j'avais fait une demi-nuit sans sommeil, on était parti très tôt, et là j'étais à la fin de ma deuxième nuit. Ouais. Non, mais les micro-siestes, c'est, je veux dire, d'un point de vue, ça c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas ouais, j'ai l'impression que, non, il y a des réels, on va dire, papiers scientifiques qui valident que la micro-sieste c'est intéressant. Le petit quart d'heure entre midi et 2, ça vous relance une après-midi, donc pourquoi ça marcherait dans la vie entre guillemets sédentaire ou professionnelle et que ça ne serait pas le cas finalement en sport où vous poussez l'organisme encore plus loin? Non, ça marche vraiment bien. Donc, faut vraiment pas trop lutter longtemps sur le sommeil. Et la stratégie, je me repose 4-5 minutes. Oui, vous perdez 5 minutes. C'est sûr que vous allez perdre 5 minutes. Par contre, c'est du temps que vous allez gagner au quintuple sur la fin. Est-ce qu'on a fait le tour On est pas mal. sur le sommeil? On est pas mal parce que je sens qu'ils attendent la fin là. Ouais, t'as pas un petit raté de sommeil à nous raconter, une petite anecdote? Non, le raté de sommeil, je dirais que... Tu t'es pas endormi dans un endroit incroyable? Non, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un copain au tout début de l'UTMB, c'était assez nouveau en fait, je parle de 2003-2004, et en fait c'est fou, en fait les gens sont en gros programmés pour nuit égale je dors, et j'avais un copain
systématiquement, alors il pouvait faire ce qu'il voulait comme stratégie, à 1h du matin, impossible. Alors pour pas le nommer, c'est Samuel Bonodo. Pour ceux qui connaissent, ça commence à faire dinosaure et revival du trail, mais effectivement, à 1h du matin, c'était le blackout total. Il luttait, alors que concrètement, il n'y avait aucune raison. Il avait fait la sieste. En soirée, il tient jusqu'à 4h du matin. Et là, en fait, sous prétexte que c'est la nuit, il est dehors, il est en train de courir, il a envie de dormir. Et ça, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de remède. Le remède, c'est l'exposition graduelle à un stress de nuit, progressif, souvent. Plus vous allez le faire, plus vous emmagasinez de l'expérience, et plus vous savez comment votre corps réagit dans ce contexte-là. Ah, c'est aussi ce que m'avait dit Renaud Rouanel, justement, en 2018. Il m'avait dit, mais tu verras, Hugo, c'était ta première nuit entière dehors. Ça va mieux se passer les prochaines fois. Moi aussi, ça me l'a fait pendant 2-3 ans. Ouais. Donc là, il m'a pas trop rassuré quand même. J'ai dit, tiens, j'ai signé pour 2-3 ans, mince alors. Mais il avait raison, Renaud. Et puis c'est un bon gaillard. Hein. Sur Ultra, c'est quelqu'un de fiable. Bon, on va passer à la nutrition, Thomas. Puis en plus, là, à l'index, je pense que c'est tout à fait le sujet. La nutrition, alors la semaine avant la course, ça y est, en général, le coureur lambda découvre d'un coup toutes les spécificités de la nutrition. Donc en général, si vous êtes de la famille d'un coureur, vous avez connu ça. 2 semaines avant l'événement, d'un coup, voilà, c'est je passe au sans gluten, sans laitage, alors que d'habitude, le plat de fromage, on n'était pas le dernier. Le coureur se met en mode nutri-nazi sur les 2 dernières semaines, pensant justement faire le boulot jusqu'au jour J. Alors, est-ce qu'on a des petites erreurs à éviter, justement ? Je dirais l'erreur, tu viens de le faire. Le lapsus. Comment tu sais ? Tu viens de l'évoquer, mais l'erreur principale, c'est de changer ses habitudes. Jusqu'à preuve du contraire, ce que vous faites habituellement, c'est ce que vous êtes le plus habitué à faire. Donc, faut pas changer quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas très bien, mais de toute façon, ça sera trop tard pour le changer drastiquement la semaine avant. Donc, la plus grande erreur, c'est changer une habitude qui gagne ou qui gagne pas. La deuxième, sans basculer dans une stratégie de sans gluten. Globalement, les régimes sans, il faut avoir des bonnes raisons pour les faire. Des raisons bonnes qui sont médicales. Je fais un régime sans gluten parce que j'ai une maladie de Crohn ou j'ai une réelle intolérance avérée au gluten. Après, on pourra parler d'une stratégie riz plutôt pâte. Bref. Mais, je perds le fil, oui, le régime sans, c'est pas très bon. Maintenant, il y a un seul régime qui marche plutôt pas mal la semaine avant, c'est ce qu'on appelle le régime sans résidu. Sans résidu, ça veut dire que vous allez laisser votre organisme au repos, notamment la sphère digestive, et on va finalement consommer peu de crudités qui font travailler le système intestinal, on diminue les fruits, et globalement, tout ce que vous allez consommer qui est en lien avec des fibres va être cuit, sans peau ou en compote. Okay, pourquoi ? Parce que vous allez laisser cet organisme, enfin le système digestif au repos, qui de toute façon va être perturbé. Il ne faut pas croire que même les meilleurs ont des systèmes digestifs sans problème. On a tous des problèmes. L'avantage des premiers, c'est que ça dure beaucoup moins longtemps que les derniers, mais ils le sollicitent plus intensément. Donc, avoir un capital digestif en amont plutôt reposé, c'est comme tout, c'est même quand les cuisses elles sont reposées, ça marche mieux derrière. Quand le système digestif il a été reposé, mis au repos, au moins une semaine, c'est intéressant. Donc le régime sans résidus, je dirais qu'il faut que vous reteniez que c'est le seul régime sans qui marche. Alors pour donner un exemple un peu concret, ce que je fais quasiment à chaque fois, c'est qu'une semaine avant la course, j'arrête les très grosses salades de crudités que je mange à chaque fois à l'entrée du repas. Je ne consomme plus que des légumes cuits. Et puis, 3 jours avant la course, même, j'arrête les légumes. Et le seul fruit que je vais manger, ça va être une banane. Donc, des choses extrêmement simples à digérer. Ça, c'est pour le côté un petit peu légumes. Le soir, j'ai pour habitude de manger un petit repas végétarien. Alors moi, ça va pas chercher très loin. On ne fera pas de très jolies photos sur Instagram avec ça. C'est du riz et des lentilles. Donc, c'est très, très simple. Pareil, j'arrête un peu ces légumineuses avant, donc finalement le soir on n'a plus que du riz. Et puis vu que moi je suis pas pro-végétarien, je mets un petit bout de viande ou un petit bout d'œuf. Et d'autres trucs, j'arrête aussi tout ce qui a un temps de digestion assez long au niveau des protéines, c'est les petits poissons gras, les sardines, etc. Ça pareil, ça disparaît dans les 3-4 jours avant la course.
malgré que ce soit d'habitude des aliments santé. Pourquoi on les consomme ? On les consomme pour avoir une petite dose d'oméga 3 animal, on les consomme pour varier, puisqu'on ne va pas manger des œufs toute la journée. Mais finalement, on supprime des aliments qui, pourtant, sur le papier, sont santé à l'approche de la course, parce que c'est ce qu'on va avoir un petit peu de mal à digérer. Et il faut qu'on ait l'estomac clean pour ingurgiter toutes les barres ou les collations sur les ravitaux un petit peu solides pendant la course. Je pense qu'avec cette thématique, on peut directement enchaîner avec l'automédication. Parce qu'en fait, il va y avoir une thématique, j'ai mal au ventre. Ouais. On n'a pas fini sur la nutrition. Non, mais juste, en fait, ça va faire un espèce de lien entre les deux. Parce que l'automédication, il faut comprendre que sur Ultra, la cause principale des arrêts et du DNF, ça restera les troubles digestifs. Okay, c'est clairement ça qui va vous faire stopper la course. L'automédication, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous avez irrité votre système digestif, il faudra plus que la journée pour le remettre en route. Donc l'automédication, en amont, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est un smecta. Donc c'est du smecta, c'est un pansement gastrique qui va finalement un peu protéger votre muqueuse. Ça marche pour moi, je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais ça peut être un truc un peu payant. Okay, après, les irritations. Après, là, ce que je vous donne, c'est des espèces d'automédication, mais à 2 balles, qui finalement fonctionnent sur moi, sur mon N égale 1. Je dis pas, et j'en suis loin de dire que ça, c'est une bonne recette. Mais un smectal en amont, c'est bien. Le Gaviscon pour éviter tout ce qui va être les reflux. Et après, ça va être la seule automédication que je vais me permettre pour l'aspect digestif. On reviendra après sur l'automédication en course. Mais une fois que vous avez irrité la muqueuse, je dirais que vous vomissez, ainsi de suite. Mais partez pas dans une stratégie, qu'est-ce que je dois prendre comme médicament, machin. Voilà, ça va être compliqué et va dire maintenant la course va être compliquée. Donc il n'y aura pas de remède à très court terme qui va être efficace quand vous avez été au-delà de votre capacité, on va dire, digestive. Je sens que tu veux revenir sur la bouffe. Ouais, parce qu'il y a un truc... Alors c'est dommage, c'est un peu disparu, c'était un peu traditionnel avant. Il y a quelques années, quand vous alliez sur un trail, sur une compétition, qui était un petit peu longue, donc qui nécessitait de récupérer le dossard la veille, etc. Vous aviez la pasta party. Et cette pasta party, eh bien, finalement, on lui a tellement tapé dessus qu'elle tend à disparaître. Mais néanmoins, on a beaucoup de coureurs qui se mettent au trail chaque année. Ça augmente de manière totalement démesurée. Mais tant mieux, c'est quand même plutôt une activité sympa. Donc cette pasta party, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un repas du soir où déjà vous allez rester 15 plombes à table. Parce que vous êtes avec vos amis, ce qui est très louable, mais vous êtes quand même sur la veille d'une compétition. Une compétition pour laquelle vous avez investi votre temps à l'entraînement, puis peut-être un peu d'argent pour poser des congés ou du matériel, même si ça reste succinct en trail. On a juste un logement. Ici, peut-être. Aussi, voilà. Non, mais là, c'est plus un PML. Cette pasta party, vous avez aussi une dose stratosphérique de glucides. Est-ce qu'on en a vraiment besoin la veille de la course ? Non, mais la veille, on est pareil. Sauf si vous avez l'habitude de manger plus que raison des pâtes la veille, vous sortez de vos autres habitudes. Donc là, on revient sur la thématique. Tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est pas le moment de le faire. Donc la pasta party, vous allez gonfler votre stock glucidique. Ce qu'il faut comprendre, juste un truc, c'est que pour, on va dire, assimiler les glucides, qui vous servent au moins à quelque chose, il va falloir 2 grammes de flotte pour 1 gramme de glucides, pour le stocker. Donc, même si vous bouffez 500 grammes de pâtes, il vous faudra 1,5 litre de flotte pour l'assimiler. Donc là, on commence à être dans le mode barrique. Et en plus, on va mal dormir. Ouais, en plus, on dort mal. Donc, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies pour être, on va dire, raccord avec l'intensité du lendemain. Donc, la pasta party, à part le moment convivial où vous essayez de timer un peu le truc et vous referez le match après le match. Ça sert à rien de faire le match avant le match. Donc, vous allez vous coucher, vous mangez normalement. Et puis, malheureusement, la pasta party, elle est vouée à disparaître parce que maintenant, tout le monde est sans gluten. Donc, la pasta party, à part basculer à une rice party, ce qu'ils font aux États-Unis, tacos party, rice party, machin. Mais voilà, l'idée, on essaye de rester sur un repas décent. Voilà, et pour ceux qui veulent recharger un petit peu en glycogène, la veille, faut pas s'en préoccuper, faut manger léger, tranquillement. Par contre,
J-2, J-3, voire peut-être un J-4 si vous faites une recharge plutôt sensée, régulière, pas trop excessive. Là, vous pouvez charger un petit peu en glucides, mais voilà, un simple plat de riz suffit. Si vous avez bien déchargé à J-5, J-6, J-7. Ça vous fait un petit protocole sur la semaine, ça vous occupe avant la course, ça évite de faire l'entraînement de trop. Ouais, vous faites le repas de trop, l'entraînement de trop. Voilà, vous focussez sur votre bouffe, au moins ça vous occupe. Et vous cherchez pas à aller faire la petite séance en plus, les petits trucs machin. Donc, ouais, par contre, voilà, l'idée, en fait, ça suffit juste de mettre du glucide à chaque repas, mais de quantité modérée. Mettre des glucides au petit-déj et en mettre le repas du soir, ça peut être intéressant parce que finalement vous le faites assez peu dans la vie normale. Sauf, voilà. Mais idéalement, il faudrait décharger un petit peu les glucides la veille. Tiens, j'ai une autre erreur aussi à éviter. On a pas mal de coureurs. J'ai encore eu dimanche, je courais avec des gens, puis il y en a un, il me dit mais à quel moment tu prends ta malto avant la course ? Ouais. Tu vois, et ça, tu sais, ça m'a fait rigoler parce que ça m'a sorti du truc. J'y pensais plus du tout à cette légende vivante. Ouais. Et je lui ai expliqué, tu me diras si j'ai tort, Thomas. Je lui ai dit que finalement mes repas étaient assez normaux en termes de glucides, même quand je recharge. Parce que vu que cette dernière semaine, mon volume horaire passe quasiment à zéro, pas se mentir. J'ai fait une marche mardi. Demain, je vais faire 30 minutes de footing. On est loin de l'excès sportif par rapport à des semaines à 15, 20 et un petit peu plus quand on était vraiment sur la prépa. Donc en fait, le fait de ne quasiment plus faire de sport et de manger normalement fait que je recharge naturellement. Ouais. Du coup, si j'ajoute de la malto, qu'est-ce qui se passe ? Mais là, c'est le plus qui est l'ennemi du bien. Donc si tu décharges, en fait, pour reprendre une expression de Vincent Pialou, qui est assez pragmatique. En fait, c'est un homme concis. C'est un homme concis, oui. Les régimes un régime, faut pas se prendre la tête. Si vous voulez contrôler votre alimentation, c'est ce qui rentre moins ce qui sort. Donc quand ça sort moins, faut que ça rentre moins. Et si ça rentre pareil, vous allez tout doucement accumuler finalement de l'énergie, qui va être intéressante parce qu'elle va servir à un effort conséquent dans les jours qui arrivent. Mais effectivement, si tu diminues ce qui sort et que tu manges comme avant, oui, tu vas recharger tout doucement. Et au niveau gastrique, ça sera beaucoup mieux vécu. Est-ce qu'on ne pourra pas dénoncer un marketing de la part des marques ça, je ne sais pas. Je ne voudrais pas me lancer sur ce terrain glissant. Pour nous vendre un petit peu de malto. En fait, créer du besoin, c'est la spécialité du marketing. Donc là, on est clairement là-dedans. Et puis la boisson d'attente, et puis la boisson de récupération, machin. Voilà, la boisson de récupération, c'est du yop. Donc ça, c'est tout ce qui va bien. Mais le yop, c'est quand même pas trop cher, donc on va créer du yop, mais du yop machin énergétique bidule que vous allez vendre 10 fois le prix. Alors peut-être une autre erreur à éviter quand même avec la boisson d'attente, vois-tu, on est sur un gros événement, il y en a d'autres en France, peut-être certains participent à d'autres gros événements dans le monde. La boisson d'attente, quand vous devez vous rendre dans un sas de départ bien 2 heures avant, que vous avez mangé encore un peu plus avant, parce qu'après il y a le trajet pour aller au sas de départ, etc. Finalement, vous vous retrouvez au départ, vous n'êtes pas en fringale, mais le dernier repas est quand même assez espacé. En plus, vous êtes un peu stressé, un peu noué. Ce stress, il grandit, parce que plus vous vous rapprochez de la ligne de départ, plus vous voyez un peu, ça y est, vous découvrez qu'il y a pas mal de public, vous vous dites, mince, je suis super loin sur la ligne, en plus on est tout serré là. Donc finalement, il y a un stress grandissant, et est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas taper dans sa réserve de glucides, malheureusement ? Le stress, effectivement, est consommateur d'énergie. Effectivement, en gros, on parle de boisson d'attente, mais c'est quoi ? C'est votre boisson énergétique habituelle. Il ne faut pas avoir une boisson spéciale que pour l'attente et une boisson spéciale que pour quand vous allez courir. Donc oui, le stress est consommateur. Si vous avez mangé typiquement un départ du TMB à 18h, vous allez avoir mangé le dernier, si vous avez peut-être goûté, ce qui peut être intéressant, goûter à 16h. Ça fait 2-3 heures, donc vous commencez à être un petit peu, j'aurais bien dîné finalement. Donc oui, la boisson d'attente, elle peut avoir son intérêt, parce que ça vous permet, et puis ça vous rassure. Là, on est sur une stratégie qui rassure, et qui finalement, en termes d'inconvénients, est assez bien toléré. Et puis on a un autre cas de figure, c'est quand, alors là sur les courses de Chamonix, c'est génial, on part
Cette année, ce sera 17h, donc c'est royal, on a toute la journée devant nous. Mais des fois, c'est très tôt le matin. Je pense à une maxi race qui aura lieu fin octobre. Voilà, il y a des départs à minuit, à 3h. Et finalement, quand on a un départ à 3h, on ne va pas se lever à minuit pour prendre son petit déjeuner, ça n'a pas de sens. Donc à ce moment-là, on peut rejoindre la ligne de départ avec une flasque qu'on aura remplie d'une boisson d'attente qu'on aura fait soi-même avec peut-être des flocons d'avoine broyés, un petit lait végétal, des choses comme ça. Ouais, en fait, c'est ton petit déjeuner que tu dilues jusqu'au départ. Finalement assez digeste. C'est un petit déjeuner adapté et digeste pour être à peu près raccord avec le timing qui est un petit peu compliqué et finalement assez extraordinaire. Est-ce que tu vois une autre erreur, Thomas, sur la nutrition avant la course? Est-ce qu'on peut faire une autre grosse bêtise? Après, ça sera sur la préhydratation et l'hyperhydratation. C'est-à-dire que il va faire chaud, on a objectivé que ça va être hyper chaud. Peut-être que si je bois avant, ça va peut-être m'aider. En fait, boire, ça va juste distendre votre poche gastrique et vous amener à un inconfort gastrique. Donc là, la préhydratation, la pré-hyperhydratation n'est clairement pas la meilleure idée. Donc ça serait peut-être effectivement l'erreur un peu, je suis la dernière semaine, je m'entraîne pas trop, je focus à fond sur ce que j'ingère. Si je bois plus, finalement ça me fera pas de mal, c'est que de la flotte. Non, parce que finalement vous allez un petit peu irriter en dilatant votre poche gastrique et vous allez sécréter des hormones qui sont en lien avec de l'élastine et qui vont être stimulées et en fait vous allez avoir envie de boire. Au fur et à mesure que vous buvez, vous allez distendre et vous aurez encore envie de boire. Donc c'est pas la meilleure des idées. Par contre, on tombe pas dans le phénomène inverse où on boit pas, mais on reste raisonnable avant la compétition. Éventuellement, quand on est 2-3 jours avant la course, on peut en profiter pour boire un peu une eau gazeuse, car il y a quelques minéraux en plus. Dégazéifiée, mais une eau gazeuse. Voilà. L'intérêt, c'est effectivement pareil, c'est un inconfort. On boit de l'eau gazeuse, c'est bien, mais on prend de l'eau gazeuse en lien avec du gaz qui va tamponner et qui va amener un petit peu plus de base au niveau de votre alimentation. Mais le mieux, c'est de dégazéifier. Vous prenez la ceinture, vous secouez, c'est de la ceinture sans bulle, mais c'est intéressant. Mais ça peut être intéressant, mais changez pas vos habitudes, buvez raisonnablement, c'est ce qui marchera le mieux. Ça, c'est une bonne erreur à éviter, dégazéifier la ceinture, parce que vous donnez par exemple une bouteille à votre assistance, ça valdingue dans tous les sens dans la voiture pour aller sur le ravito. D'un coup, vous l'ouvrez, vous voulez remplir la flasque et là, c'est l'explosion. Il y en a partout, vous êtes trempé dans la flasque. Une fois que vous l'avez refermée, le truc fait que elle implose. Voilà, le bouchon peut sauter. J'ai déjà fait sur des courses de vélo plus jeunes. Voilà, vous pouvez faire sauter le bouchon de la gourde si vous n'avez pas fait dégazéifier votre boisson. C'est pareil pour le coca. Oui, et c'est pas drôle quand après vous n'avez pas de deuxième gourde. Est-ce qu'on est bon sur la nutrition, Thomas? Je trouve qu'on est pas mal. En plus, j'ai maître du temps qui m'accélère. Donc Non, tu m'as un petit peu stressé tout à l'heure, donc je me suis dit que j'allais répondre favorablement à tes avances, mais on peut passer au sujet suivant, avec l'altitude. Alors, l'altitude, vaste débat. Là, on parle d'altitude parce que finalement, on est à la montagne et la stratégie en lien avec l'altitude peut impacter votre performance du jour J. Il y a plein de stratégies possibles à mettre en place. Toi, tu en as pris une, c'est-à-dire je m'entraîne en hauteur et je vis en hauteur. J'ai pris la plus bourrin en effet, voilà. Qui consiste à rester très haut, très longtemps et à tout faire là-haut. Voilà. Après, vous avez les stratégies qui consistent à je m'entraîne en altitude mais je vis en bas. Typiquement, j'habite à Bourg-Saint-Maurice, je vais m'entraîner à la Plagne. Il y a les stratégies qui consistent à s'entraîner en bas et récupérer en haut. Alors elles sont intéressantes, mais pas tant que ça, parce qu'en fait on se fatigue quand on est en altitude, mais ça peut avoir un intérêt quand on va chercher justement à choquer son organisme. Et on a les stratégies qui consistent à être vivre en haut et je vis en haut. Je m'entraîne en haut, et je vis en haut. L'amélioration des paramètres, hormis physiologique, l'impression finalement de s'améliorer par rapport à une stratégie de je joue avec l'altitude, elle va être intéressante, mais elle est, on va dire, acteur dépendant. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément marcher en fonction de pour tout le monde, et de la même façon. Parce que le plus compliqué, ça va être de gérer la descente. Parce que là, on n'est qu'à 900 mètres. C'est pas parce qu'il y a des montagnes partout qu'on est haut, là.
Okay, la course, finalement, l'UTMB, c'est pas une course en altitude. Vous allez passer quelques fois en altitude, mais toi, ce que tu as essayé d'optimiser, c'est encore une fois tes paramètres physiologiques pour jouer et améliorer tes paramètres physiologiques. Quand on parle de jouer avec l'altitude, c'est minimum 3 semaines et minimum 2000 mètres d'altitude. Donc, quand on fait mumuse à 1500 mètres pendant une semaine et qu'on a l'impression qu'on vole les semaines suivantes, c'est juste qu'on s'est plus entraîné, qu'on a focusé sur son entraînement, on a fait du terrain technique, de la pente qui est finalement assez proche de votre objectif. Donc, il y a plein de possibilités. L'altitude, ça nécessite d'être encadré, ce que tu as été fortement conseillé. Et ça fonctionne bien quand vous avez des marqueurs qu'il va falloir surveiller et optimiser en fonction de votre physiologie de départ. Donc l'altitude, pour l'UTMB, moi je pense pas que ce soit un truc hyper intéressant si vous n'êtes pas accompagné. Si vous êtes accompagné, je pense que ça vaut le coup parce que vous optimisez clairement votre entraînement. Mais ça nécessite de rester longtemps en altitude et d'avoir en fait finalement un entraînement qui est adapté, une nutrition qui est adaptée, une hydratation qui est adaptée. Donc tout ça, c'est des paramètres. Si vous êtes un petit peu en mode « Ouais, on m'a dit que c'était pas si mal d'aller passer 2 semaines aux Deux Alpes », oui, c'est pas si mal, mais c'est pas si mal surtout de faire de l'entraînement en montagne pour préparer un trail en montagne avec un terrain spécifique montagne. C'est simplement ça l'idée. Et après, il y a aussi le gars, tu vois, le breton, le parisien, donc quelqu'un qui va vivre quand même relativement bas toute l'année et qui, même s'il va trouver des collines autour de chez lui, reste tout le temps bas. Il se pointe là, au départ, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude, et puis il va passer 2-3 fois à 2005. Mais lui, ça va lui taper sur le casque dès qu'il va être au-dessus de 2000. Et dans la semaine avant la course, il se dit, tiens, je pars vendredi, et mercredi, je vais me faire une rando, je vais monter jusqu'au premier refuge, là, au Mont Blanc. Là, je vais aller à tête rousse, je vais boire un café là-haut, je vais rester 2-3 heures, et puis après, je vais redescendre. Voilà, je vais passer une bonne demi-journée vers 3000 mètres pour m'habituer pour la course. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Il va se fatiguer. Moi, je pense qu'il va se fatiguer, parce que, en gros, l'altitude, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez moins d'oxygène qui va être... En fait, c'est pas que vous avez moins d'oxygène en altitude, c'est que la pression d'oxygène n'est pas la même que quand vous êtes plus bas. Donc en gros, vous avez vos paramètres qui vont s'adapter à ce manque de pression d'oxygène. Le fait de rester un peu en altitude 2-3 jours avant, en fait, je pense que c'est peut-être la pire des idées. Pourquoi ? Parce que vous allez stimuler un système pas suffisamment longtemps, donc du coup, vous allez un petit peu choquer l'organisme, l'obliger à s'adapter, mais pas suffisamment longtemps parce que finalement, après, vous redescendez, mais ça ne va pas suffire pour adapter suffisamment votre stratégie pour être optimal le jour J. Par contre, ce qui peut être intéressant, quand vous avez fait une préparation, donc typiquement le breton ou le parisien qui s'est investi dans sa préparation et qui a fait 2-3 stages en altitude réguliers, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'arriver 2-3 jours avant et d'aller faire un petit rappel pour rappeler à l'organisme que finalement, ah oui, ça fonctionne comme ça. Et qu'auquel cas, on va mettre ce processus physiologique en place tout de suite maintenant parce que j'en ai besoin maintenant. Mais si vous ne l'avez pas préparé en amont, clairement, hormis aller prendre des photos et dire sur Insta que c'est génial, vous êtes en montagne, ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien, c'est pour c'est pour le feu. Mais clairement, ça va pas être la plus probante. Je dirais que le Parisien qui n'a pas eu l'occasion, je pense que le meilleur truc, ça sera d'arriver assez tardivement sur la course, ou tout du moins avoir une expérience avec l'altitude, peut-être presque le jour J. Ça sera peut-être ce qui marchera le mieux. Ah, c'est vrai que j'étais animateur au Teen Trail il y a 2 semaines, donc les 14 et 15 août. C'est une course qui n'est pas très exigeante. Il y a 27 km, les gens arrivent à s'en sortir à peu près, on n'est pas sur un ultra. Néanmoins, le souci, c'est que le départ est donné à 2100 mètres d'altitude et que les coureurs passent 2 fois à 2700 mètres. Donc, ils évoluent entre 2000 et 2700. Et donc, ça tape un peu sur le casque. Ça monte tête baissée sur la fin. Et ceux qui ont le mieux réussi, donc je discutais à l'arrivée avec un gars du Languedoc, donc c'est pas le pays le plus montagneux, qui avait fini 9e, qui était très content de lui. Puis je lui dis, mais alors, là-haut, ça t'a fait quoi et tout? Et il m'a dit, ouais, ça m'a freiné un peu, mais je suis arrivé hier et c'était pas mal. Donc c'est une bonne stratégie d'arriver vraiment au dernier moment si possible. C'est plus simple. Soit après vous arrivez 3 semaines avant et auquel cas vous faites un entraînement en altitude et vous dormez en bas et ça peut être assez payant.
parce que vous allez habituer votre organisme à subir l'altitude, tout du moins à assimiler cette altitude, soit au dernier moment, et en quel cas vous croisez les doigts pour ne pas avoir un mal aigu des montagnes. Parce que le mal aigu des montagnes, le meilleur traitement du mal aigu des montagnes, c'est de descendre. Donc oui, le problème c'est qu'il va falloir quand même passer au CP course qui est à 2003, et va falloir y passer. Donc soit ça va pas être confortable, mais si vous l'avez un peu préparé avant, ça va être payant. Donc ouais, l'altitude, ça peut être payant, mais ça nécessite de le préparer en amont. Alors du coup, peut-être pour ceux qui écouteront en replay ce podcast, puis s'il y en a un ou deux qui veut s'essayer à l'altitude l'an prochain ou plus tard, ou alors l'an prochain, parce qu'il est prof et il glande tout l'été. Moi je dis ça, mes parents sont enseignants, donc ça va. Ça, c'est le Nadine Morano, ça. Voilà, je suis grand connaisseur. Je peux pourrir, c'est bon. Donc bref, si quelqu'un a de la dispo un jour pour prendre un mois de congé ou du moins travailler de chez lui, c'est vrai que l'an passé avec le Covid, on pouvait quasiment tous faire ça avec le télétravail. Ce que j'ai fait cette année, c'est que je suis parti un mois à Tignes, donc à 2100 mètres, et j'y ai vécu. D'ailleurs, j'y ai bien vécu, hein, j'ai tout fait, hein, cinéma, bar, jacuzzi, vraiment j'ai fait toute la ville. Hein, c'est très très bien comme destination, on s'ennuie jamais. J'ai réduit le bar à l'approche de la compétition, hein, bien sûr, je suis resté rigoureux. Et je me suis entraîné là-haut, donc le point de départ était 2100 mètres, souvent ça montait quasiment à 3000 parce qu'il y a des paysages somptueux dans la Vanoise. J'ai fait une prise de sang avant ce stage, alors j'avais des valeurs plutôt faibles hein, qui me caractérisent au niveau sanguin, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine à 14, je ne me souviens plus de l'unité, et une hématocrite à 42, un tout petit peu en dessous même, c'était 41,9. Donc sur le papier, voilà, j'étais pas un extraterrestre, j'étais loin de Biarritz. Et au bout de ces un mois d'altitude, donc je suis redescendu ce matin, je suis passé au laboratoire pour faire une prise de sang et puis aussi un petit test PCR, parce que c'est bien à la mode cette année, et puis je voudrais en aucun cas rater la nouvelle mode. Eh bien, cette prise de sang s'est avérée fructueuse, j'ai eu les résultats il y a 2 heures. Mon taux d'hémoglobine est passé de 14 à 16,5, c'est assez impressionnant. Et mon taux d'hématocrite est passé de 42 à 47,5, ce qui fait une augmentation de plus de 10% de la valeur, on est quasiment à 15. Donc je suis quelqu'un qui a très 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 bien répondu justement à cet entraînement en altitude. C'est pas le cas de tout le monde, hein. D'autres pourraient être déçus. Bon ben voilà, moi c'était ma première fois, donc coup de bol, je réponds bien. Tant mieux, j'en ai pas souvent des coups de bol. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça peut vraiment être très bénéfique. Après voilà, ça nécessite de rester un mois sur place, ça nécessitait de rater quelques rendez-vous familiaux. Alors j'ai quand même réussi à tout de même continuer mon activité de speaker puisque c'était 1 ou 2 jours les week-ends, donc je pouvais me déplacer en revenant toujours dormir en haut, ce qui faisait qu'au maximum du temps, j'avais passé 15 heures en bas. Donc c'était une très très bonne recette. Et ça ne serait pas arrivé avec seulement 2 semaines. Les effets, on commence à les sentir au bout de 3 semaines. Alors vous allez me dire, pour être rigoureux, il aurait fallu que je fasse des prises de sang toutes les semaines. Bon, malheureusement, il n'y a pas de laboratoire d'analyse à Tignes. Mais voilà, en tout cas, le bilan, comme quoi ça marche. Hein. J'ai les 2 feuilles de prise de sang sous les yeux. Vous avez un réel gain. Alors après, le côté physiologique, c'est qu'un seul des paramètres de la performance sur Ultra Trail. On vous a parlé d'entraînement, mais derrière, vous avez vu qu'on a embrayé avec le sommeil. On est en train d'embrayer avec la nutrition, et puis on va revenir après sur les petits extras. Donc, j'ai réussi à augmenter le niveau physiologique avec cette altitude, mais encore une fois, rien n'est joué, puisque le jour de la course, il y aura les problèmes gastriques à gérer, il y aura la météo à gérer, ça on peut en parler aussi. Il y aura encore plein de détails à résoudre, mais pour ceux en tout cas qui voudraient faire un stage en altitude, eh bien voilà, je vous apporte la preuve que c'est pas du vent. Ouais, c'est pas du vent. Alors après, si je dois faire mon boulet, je dirais que tu améliores tes paramètres physiologiques, mais le pont direct entre j'ai amélioré mes paramètres physiologiques qui sont finalement en lien avec une amélioration de ma performance, c'est pas forcément le cas tout le temps. Première chose. Et la deuxième chose qu'il faut faire attention, avec une amélioration des paramètres physiologiques en lien avec l'hématocrite. L'hématocrite, ça veut dire quoi? C'est que vous avez un sang qui est en fait plus épais. Et le sang qui est plus épais, finalement, quand il fait très chaud, c'est presque un point un peu négatif. Donc, voilà. C'est ramené dans la littérature, mais
à ta grande chance, tu vas peut-être avoir de la chance puisqu'ils n'annoncent pas de grande chaleur. Donc, Je viens de noter double ravitaillement à Saint-Gervais. donc voilà, non, ça va, voilà. Mais par contre, voilà, effectivement, le fait de la grosse chaleur, ça va nécessiter, je pense, peut-être faire plus attention à être un peu moins en surchauffe parce que la surchauffe, finalement, avec un sang plus épais, on répond moins bien à une surchauffe. Et pour finir peut-être sur l'altitude, avec une de tes expériences, Thomas, tu avais remporté la Leadville, Ouais. qui est une course, alors là on n'est pas à Tignes, on est plus haut, on est à 3000 mètres pour le départ. C'est ça? Et donc tu y étais allé aussi vraiment en amont sur oui. la course. Alors là, moi, stratégie, alors là, c'est pas vraiment la même stratégie parce que la stratégie de l'altitude, là, c'était je m'entraîne en altitude, je dors en altitude pour être performant en altitude. Leadville, c'est départ à 2800 mètres, passage à 4004, globalement une altitude moyenne autour de 3100. Donc là, mon but, c'était quoi? C'était être performant en altitude parce que ma course est en altitude. Donc du coup, c'était m'adapter et m'habituer à courir avec une altitude élevée. Chose qui est assez peu possible finalement en France, puisque 3000, ça veut dire quoi? Je passe ma vie à Val Thorens et je m'entraîne à Val Thorens pour être éventuellement prêt fin août. Donc l'idée c'était quoi? J'ai monté par palier, donc j'ai passé 1 mois et demi aux États-Unis avec femme et enfants, et on est monté progressivement. On a fait du boulder à 1008, on a fait du Breckenridge à 2004, puis après on est passé à Leadville, ainsi de suite. Donc finalement j'ai passé progressivement mon temps parce que pourquoi? Si on y va avant, si on passe trop de temps en altitude, en fait on va se désentraîner parce que les paramètres physiologiques vont être moins bien stimulés parce que vous ne pouvez pas être avec des intensités aussi élevées que vous êtes en bas. Donc ça a été toute une espèce de stratégie à mettre en place pour adapter l'entraînement, adapter les montées en palier progressif pour pouvoir être performant le jour J à 3000. Mais voilà, tout ça, ça nécessite de la préparation en amont pour être finalement raccord avec l'objectif préparé. Alors pour résumer sur les erreurs en altitude, vous arrivez sur une course, les dés sont jetés, ne faites pas de folie, Ouais. Voilà, venez le plus tard possible, vous allez gagner en logistique, ce sera moins embêtant. Vous venez sur une course mais vous avez déjà fait des stages en altitude, 2-3 jours avant, vous pouvez remonter, faire un petit peu le foufou en haut de la montagne. Piqûre de rappel. Voilà. Et si vous avez fait un très long stage en altitude, donc le 3e cas de figure comme j'ai fait, eh bien pareil, je descends quasiment au dernier moment, je suis descendu un petit peu plus de 48 heures avant le départ, parce que la fin de la course sera à plus 72 ou 96 heures. Quoi. Exactement. Voilà. Là, mais les plus grosses erreurs, c'est quoi? C'est je m'entraîne toute l'année en altitude, je prépare un stage en altitude pour un objectif qui est finalement à Pékin. Ah oui, ça a déjà été fait, c'est l'équipe de France de triathlon. Ah oui, mince, alors c'était au jeu de 2008. Voilà. Vous entraînez vous organisez toute votre stratégie de préparation d'entraînement dans un climat plutôt froid, plutôt tempéré, super agréable, et puis finalement, en fait, c'est pour un objectif qui est à Pékin, où il va faire 45 degrés. Voilà, donc toujours penser à la course que vous voulez faire quand vous vous entraînez. On peut revenir sur les erreurs aussi que j'ai fait l'an passé en préparant l'échappée belle, mais c'est pas trop le sujet. On arrive sur la dernière rubrique, Thomas, à moins que On dans va la noyer l'automédication, dedans. tu vas mettre l'automédication dans les extras. Alors, Ouais. est-ce que tu vas la mettre dans la parenthèse sur le sexe, l'automédication? Est-ce que tu as des choses à nous conseiller pour ça? Alors oui, parce qu'il y a, tu sais qu'il y a quelque chose pour le sexe qui améliore les performances physiologiques. Ben, je sais pas, moi mes performances sont Alors, déjà tellement exceptionnelles à chaque fois Ouais. que ça Un me laboratoire vient pas en tête. qui a, je pense qu'il a, dans son histoire, avait peut-être cru avoir réussi le coup du siècle avec la pilule bleue, mais non, ils ont réussi à sortir un vaccin. Ah, c'est le même vendeur? C'est le même vendeur. Exceptionnel. Ils sont exceptionnels. Ils sont bons. Alors, la petite rubrique extra, voilà, c'est pas des grandes thématiques, ça va regrouper justement plusieurs choses, des questions que finalement pas mal de coureurs se posent, assez légitimement d'ailleurs. On peut peut-être commencer avec une petite frivolité de début de soirée avec l'alcool. Oui. Donc la bière d'après-course, on s'en fiche, c'est pas dans les erreurs à éviter avant la course, c'est après. Mais voilà, tout au long de la semaine, vous allez peut-être être sollicité par des amis qui vont vous inviter à boire un coup parce que voilà, c'est bon, on a posé les congés, là on est une semaine à Cham, allez viens boire un verre à terrasse, etc. Putain, t'as vu, il y a le night club qui a rouvert, allez on fait comme l'an passé, là on y retourne, etc. Ouais, alors
faut savoir que dans le monde de la science, il y en a, ils s'intéressent à des thématiques assez bizarres et assez finalement qui nous intéressent nous, mais avec une rigueur de protocole assez intéressante. Il y a l'étude de Shaw en 2021, ils ont fait quoi? Ils ont pris des groupes de coureurs qu'ils ont répartis en deux. Un groupe placebo où ils leur faisaient croire qu'ils buvaient de l'alcool, puis un groupe où ils leur faisaient vraiment boire 3-4 verres de vodka régulièrement. Ils se sont rendus compte que globalement, il y avait assez peu de changements sur le lendemain, sur tout ce qui était force, tolérance, on va dire en termes de force isométrique, et ainsi de suite. Mais par contre, il y avait une qualité qui avait été drastiquement diminuée, c'était le temps de soutien. C'est-à-dire que globalement, ceux qui ont fini QT, ils avaient un temps de soutien le lendemain relativement, au moins, tout du moins, beaucoup plus bas que ceux qui avaient eu le groupe placebo. Donc, un verre, je dirais que ça va, mais on va dire, ça va quand même impacter votre performance du lendemain, surtout sur une activité d'endurance. Parce que le temps de soutien, c'est quoi? Le temps de soutien, c'est finalement, c'est directement en lien avec votre indice d'endurance et votre capacité à soutenir un effort avec une intensité relativement élevée longtemps. Ce qui est un peu le cas quand même de l'UTMB, ou tout du moins d'une course qui va dépasser l'heure de course. Donc le temps de soutien va quand même être impacté quand vous cuitez la veille. Je ne dis pas qu'on va se cuiter avant un UTMB, mais peut-être abuser de l'alcool, qui est quand même plutôt une substance déshydratante. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des stratégies. Donc si vous pouvez faire au moins une abstinence totale la dernière semaine, je pense que c'est pas la meilleure, c'est pas la moins bonne des stratégies. Voilà, c'est un petit peu comme abuser du café dans la dernière semaine. Finalement, vous vous efforcez de boire correctement, alors ni trop ni pas assez pour avoir des recharges hydriques suffisantes, et puis aussi pour capter justement ces glucides que vous avez envie de recharger aussi avant la course. Et puis là, vous consommez quelques cafés, donc finalement ça baisse un peu votre capacité d'hydratation. Vous allez prendre quelques bières un peu le soir, pareil, ça baisse un petit peu votre capacité. Mais toujours inutile de tomber dans le dogme. Si vraiment refuser tous les jours de la semaine, ça vous coûte, allez-y, buvez-en une petite. C'est pas 25 centilitres qui vont non plus faire des dégâts considérables. Par contre, oui, si vous restez à table longtemps et que vous enchaînez les verres progressivement, là, on tombe dans l'excès. Après, pour être un peu plus, on va dire, critique avec l'étude, on parle de verres de vodka. Oui, c'est vrai. Bon, clairement, il faut être quand même sacrément joueur pour se torpiller des verres de vodka la veille. Hein. Ça doit quand même concerner assez peu de monde. Ouais. Même si je sais que Thomas, que tu as eu beaucoup de problèmes avec ça. Ah bon. Voilà, c'était un jour, un mois, un an, j'en suis. C'est la bonne maxime. Est-ce que tu as une petite anecdote justement sur quelques coureurs que tu aurais pu côtoyer qui se seraient présentés à un départ de course en ayant été la veille plutôt dans une autre thématique? Non. Clairement, la thématique alcool, j'ai un copain finalement avec qui c'est marrant, il travaille dans la même entreprise que ton frère. Croire que peut-être qu'il y a un lien de corrélation. Je ne sais pas, mais qui avait des problèmes. En fait, il n'y avait pas de problème, mais en gros, c'était une lutte du quotidien pour aller s'entraîner sans avoir, avec un taux d'alcoolémie, pas de zéro. Et il a clairement vu des effets bénéfiques d'une certaine abstinence d'alcool pendant 6 mois. Donc, il a avec des performances qui se sont améliorées. Donc, je ne dis pas que pas d'alcool, c'est sûr qu'on n'est pas tous des moines, mais à un moment donné, quand vous mettez de l'énergie, des concessions et un peu on va dire, de contraintes familiales, professionnelles, tout ce que vous voulez dans un objectif, clairement, peut-être un peu moins d'alcool, ça peut être une bonne stratégie. Alors après, peut-être un autre truc, on a tous compris qu'il fallait diminuer sa consommation à l'approche de l'événement, mais finalement, c'est un petit peu comme tout. Plus vous vous rapprochez de la course, plus vous allez vous concentrer. Ça augmente aussi votre préparation mentale finalement. Moi, par exemple, le fait à 7 jours de commencer à changer un petit peu en enlevant les crudités, à 3 jours de passer sur des légumes cuits, etc., ça me met dans le bain progressivement. On a aussi quelque chose à faire avant la course, c'est préparer ses pieds. Alors là, il y a des gens, c'est dégueulasse. Ils n'auront jamais d'ampoule. Franchement, c'est des salauds. Et puis d'autres, comme moi, à l'inverse,
j'aime pas dire peau de bébé, tu vois, parce que ça enlève mon petit côté viril. Ils ont des petits problèmes avec la peau sous leurs pieds, et ils sont sujets à beaucoup d'ampoules. Bon, ça me le fait de moins en moins, mais quand même, de temps en temps, ça ressurgit un peu. Et je dois préparer un petit peu mes pieds en amont. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien là, pendant, je crois, 2 ou 3 semaines, régulièrement, le soir, je mettais une crème hydratante sous le pied, qu'on connaît bien, la NOC, pour pas la citer. Est-ce qu'on a justement des trucs à faire ou à pas faire avec ses pieds avant la course ? Je dirais que les trucs à ne pas faire, peut-être que c'est ce qui va finalement avec je prends du temps pour moi, je me repose, ça serait utiliser à mort la tongue. Okay, donc effectivement, la tongue, c'est un super, on va dire, c'est un super exercice de rééducation du pied. Ça vous fait travailler énormément le pied. Par contre, en fait, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies avant la course de solliciter ultra fort son pied. Mais sur la préparation du pied en amont, je dirais qu'il n'y a pas d'erreur particulière. L'erreur, ça serait de ne pas avoir préparé ses pieds. L'erreur, ça serait de croire que un effort extraordinaire va être aussi bien vécu qu'un entraînement régulier. Maintenant, l'entraînement régulier peut être une aide à préparer une peau de pied. Ce que tu as dit, effectivement, c'est juste un résumé rapide, mais ce résumé-là, c'est quoi ? Ça m'arrive de moins en moins. Oui, parce que c'est une exposition progressive à un stress mécanique qui est en lien avec du frottement régulier sur les chaussures, du frottement régulier sur des points d'appui un peu plus conséquents. Donc oui, préparer ses pieds, ça veut dire quoi ? De la NOC, faire ce qu'on appelle de la préparation avec du jus de citron, ou si vous êtes passé en vétérinaire, chez le vétérinaire, ça a du Tanocanin. C'est de la pommade qui permet de densifier les coussinets du chien. Donc ça marche aussi pour nous, les humains. Ça aide finalement à améliorer une certaine capacité cutanée. La NOC en amont, c'est bien, mais effectivement le jour J aussi ça aide parce que c'est une crème anti-frottement. Donc on met de la NOC, moi je mets de la NOC sur ma peau, je mets ma chaussette et je mets de la NOC sur la chaussette. Ça commence à faire pas mal de NOC, mais on est sur... tu dois patauger un peu. Voilà, on est sur une double... on va dire une double surface glissante. Alors, ça passe, en général, moi je serre un petit peu mes lacets, mais effectivement ça glisse un petit peu au tout début, mais une fois que le pied est en place, il n'y a aucun problème. Mais voilà, l'erreur, ça serait de ne pas le faire et de ne pas préparer le pied sur un effort finalement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc voilà, en amont, on prépare avec une densification de sa corne finalement, et le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de faire un tour chez le pédicure. Alors, les podologues ne sont pas là que pour faire des semelles. Je ne reviens pas sur les semelles, j'ai un certain avis là-dessus, mais ils sont aussi là pour préparer et être le spécialiste des soins du pied. Donc un pédicure, en amont, ça peut être une belle arme et peut-être quelque chose qui peut éviter de souffrir le jour J. Le podologue, il peut intervenir sur de la corne un peu trop présente. Il peut vous alerter aussi sur une peau trop fragile. Ouais. Au niveau des ongles, alors tout le monde sait se couper les ongles, quand même, on n'en est pas là. Ah non, c'est faux. Mais, ah bon ? Ah non, tu te les coupes comment ? Avec le coupe-ongle, mais je regarde bien, je fais attention. En fait, une coupe d'ongle bien réalisée, c'est une coupe droite. Ah ouais, c'est pas bon alors. Voilà. En fait, faut pas faire le contour de l'ongle, d'accord ? Ça, c'est important. Ok, vous coupez droit. Pourquoi ? Parce que sur les côtés, en gros, ça sert justement à protéger complètement la dernière phalange. Donc, non, un ongle bien coupé, c'est un ongle qui coupe droit. Vous laissez juste une French manucure, là, mais vous laissez Alors, si vous avez la chance d'avoir des ongles. Moi, dans ma carrière, j'ai fait, je pense, beaucoup plus d'années sans ongles qu'avec, parce que finalement, j'étais beaucoup plus embêté quand j'en avais que quand j'en avais pas. Donc, globalement, ils sautaient à peu près au bout de 2 ultras. Mais quand vous avez des ongles, pour bien les couper, vous les coupez droit. Et après, on a aussi les petits ongles incarnés. Là, j'ai un copain qui était. Et oui, ça c'est quand on fait le tour de l'ongle. Ah ça m'est pas arrivé. Alors, je dois être un petit peu chanceux finalement. Et donc, lui, il est bien embêté parce qu'avec son ongle incarné, là, il a un petit peu de mal à mettre sa chaussure correctement. Donc,
Voilà, le tour chez le podologue a été trop tardif pour lui. Après, tu sais qu'il y a une tendance aux États-Unis qui consiste à se faire arracher l'ongle. En fait, ils se font opérer. Vous faites de l'ultra. Allez, bon appétit. Hein. Ah bah là, on arrive dans la partie extra. Donc. Mais en fait, ils se font opérer pour enlever l'ongle. Finalement, c'est une stratégie relativement radicale, mais ultra efficace. Vous enlevez finalement la matrice de l'ongle, donc l'ongle ne repousse plus. Vous avez un espèce de boudin de gros orteils, mais effectivement, vous n'êtes pas embêté par un ongle incarné, un hématome sous l'ongle, puisque vous n'avez plus rien du tout. Bon, alors une fois que tu nous as privé d'à peu près tout, Thomas, donc tu nous as dit, voilà, on peut plus s'entraîner avant la course, on peut plus picoler avec les copains, on peut plus manger ce qu'on veut, on est obligé de bouffer des escalopes avec du riz pendant 3 jours. Là maintenant, on est obligé de se coucher sans arrêt, on peut plus sortir de sa chambre. Mais justement, dans la chambre, on va devoir se priver encore. Thomas, là, tu veux rajouter une contrainte? C'est excellemment amené. T'as vu ça? Oui, parce qu'en fait, c'est là que tu sens le professionnel. Ah ouais, mais là, je ne peux que m'incliner. Non, on va parler sexe. Puisqu'en fait, est-ce que... Voilà, ça c'est moins bien amené par exemple. Bah non, mais moi je suis scientifique. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que finalement, l'abstinence de la semaine avant, du dernier soir, compterait pour avoir une performance améliorée du lendemain? Peut-être ton expérience, tu as peut-être d'un essai-erreur ou pas du tout? J'ai à peu près tout essayé et ça n'a jamais eu d'effet sur la performance. Dans un cas comme dans l'autre. Tu es raccord avec l'étude de McGlone qui a étudié ça en 2000. Donc bon, ça date un peu, mais bon, globalement, la physiologie sur le sexe n'a peut-être pas trop évolué depuis 20 ans. Mais on est sur une étude qui a effectivement comparé les performances avec et sans. Donc, alors après, ça reste des études quand même, ce qu'on appelle des études de cas. Donc, il y a tellement de paramètres qui peuvent impacter la performance du lendemain, mais effectivement, par rapport au sexe, il a été... Alors ça va... J'autoriserai finalement ça va être peut-être le paramètre sur lequel il faut définir la séance, Thomas, comme pour l'entraînement, voilà, c'est l'affaire de dosage. Alors la séance t'emballe pas non plus. Est-ce qu'on doit réduire de 50%? Alors réduire de 50%, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acte, le coït, si on peut appeler ça comme ça, en fait n'a une dépense énergétique que de 25 à 50 calories. Donc c'est pas non plus une dépense de ouf. Même quand on donne, que les voisins sont obligés de monter, dire d'arrêter. Je connais pas tes performances, mais je vais t'autoriser un 55 calories. Ah, c'est gentil, merci. Mais même à 55, sur l'aspect finalement... Quand tu es obligé de t'arrêter pour boire et tout, même là, pas plus de 50. 50, après, c'est peut-être que... Est-ce que ça compte comme 2 fois à ce moment-là? Ah. Il y a beaucoup de questions dans l'étude et on n'a pas toutes les réponses. C'est vrai que sur les 2 fois, ouais, peut-être. Après, est-ce que le changement de partenaire compte sur effectivement doubler? Oui, est-ce qu'il y a des copains, pas de copains? Ouais, j'entends. Mais peut-être que ça peut être intéressant de mener une étude beaucoup plus approfondie sur effectivement l'influence sur la performance en ultra. Peut-être même pendant l'ultra, peut-être est-ce que ça relancerait? Alors j'ai noté qu'on avait quand même beaucoup moins envie. Moi je me souviens de mes passages au Contamine et à Courmayeur. À aucun moment ça m'a traversé l'esprit. Mais pour être quand même, pour te mettre finalement assez à l'aise pour ce soir et pour le soir du lendemain jusqu'à vendredi, tu peux y aller tu peux y aller avec une certaine vigueur, puisque ça n'aura aucun impact sur ta performance de vendredi après-midi. Bon, elle regarde le live, ça doit lui faire très plaisir. Voilà, tu pourras effectivement utiliser ton homme à souhait. Alors, juste, cette étude qui est sortie te donne donc la confirmation qu'en restant raisonnable et avec ses habitudes, même la veille de la course, il n'y a pas de problème, il ne faut pas se stresser. Quoi. Non, en fait, ils avaient interviewé le manager des Yankees. Donc les Yankees, c'est du foot. C'est du baseball, alors clairement, bon, on n'est pas là sur des... On n'est pas bon en France. On n'est pas bon, et après on ne peut pas dire que ce soit quand même une activité à haute dose énergétique, mais en fait, il disait, moi, le problème que j'ai avec mes joueurs, c'est que finalement, c'est pas le sexe qui va avoir une répercussion sur la performance du lendemain, c'est la recherche du sexe toute la nuit qui va avoir la répercussion, parce que finalement... Chercher l'âme sœur et la bonne amie toute la soirée, ça va avoir beaucoup plus d'impact finalement sur le coït et sur la finalité de la soirée. Donc non, clairement ça n'aura pas d'impact et surtout sur des performances. Alors là-dessus, on est un peu plus tempéré sur finalement, est-ce que finalement la vigilance, il y aurait peut-être un impact sur le fait que ça détend. On est d'accord? On n'est
peu près d'accord là-dessus. Effectivement, ça diminuerait une certaine agressivité du lendemain. Et l'agressivité, dans certains sports, c'est intéressant. Donc Mais, pour ceux qui partent trop vite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. ça peut aider, effectivement. Plutôt que d'essayer d'être premier aux ouches, peut-être la stratégie se joue toute votre course se joue la veille. Mais ce qu'il faudra comprendre, c'est que l'agressivité, la vigilance et l'hyperagressivité, ça obéit finalement à une espèce de courbe en U. Trop d'agressivité va être plutôt nocif pour votre performance. Peu d'agressivité et de cool attitude va pas forcément être bénéfique sur votre performance. Donc c'est toute une histoire de 50 nuances degrés sans vouloir faire de pont mal placé. Ouais, jusque-là, les 50 calories, on va les dépasser. Non, du coup, c'est exactement comme avant. Si vous êtes dans l'excès, ça va pas être bon. Et si vous êtes dans une absence totale, pareil, ça sera pas bon non plus. Absence totale, oui. Alors après, c'est un autre problème. Si vous êtes une absence totale et que finalement c'est votre but de vie, et je sais pas si c'est le mieux, c'est de faire un ultra trail ou de trouver l'âme sœur. Je sais pas. Plutôt de se frustrer, je voulais dire en s'abstenant. Ah, s'abstenant totalement. Je comprends. Non, je pense pas que ce soit peut-être la meilleure des idées. De toute façon, tout ce qui va, encore une fois, sortir de votre cadre habituel n'est pas forcément à rechercher absolument. Le cadre habituel, si il vous réussit, tant mieux. Si vous réussit pas, c'est pas cette semaine-là que vous allez tout changer. On a finalement abordé l'erreur à éviter, des différentes thématiques sur les erreurs à éviter. Juste pour finir sur un cadre hyper important et un beaucoup plus important finalement que tout ce qu'on vient de discuter, sur les anti-inflammatoires la veille, la semaine avant, voilà, vous êtes blessé, de toute façon ça va être compliqué, mais la stratégie de prendre des anti-inflammatoires en amont, clairement c'est pas une bonne idée, pendant c'est pas une bonne idée, vous allez prendre des risques, clairement, et c'est pas que des... moi j'ai clairement essayé, ça ne fonctionne pas, et on est sur des stratégies qui peuvent être largement plus handicapantes que simplement un arrêt de course. Ok, vous allez pouvoir avoir une insuffisance rénale aiguë parce que vous allez détruire votre rein avec de la rhabdomyolyse. Je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, vous allez abîmer votre organisme sur un côté sans retour en arrière. Donc voilà, l'automédication, faites attention là-dessus. C'est même pas attention, si vous êtes blessé, oui, ça va être compliqué. De toute façon, prenez pas cette stratégie-là. Ce sera de toute façon, vous êtes perdant là-dessus. Voilà, puis pour vous rassurer mentalement, vous venez sur la course, c'est rare le coureur qui arrive en ayant tout réussi jusqu'à la compétition. Vous venez avec différents problèmes. Il y a eu la naissance du petit dernier un peu avant qui fait que les nuits ont été compliquées. Il y a eu des séances d'entraînement qui ont sauté pour X raisons, etc. Il faut pas culpabiliser, il faut se dire bon, ça va, j'arrive quand même à courir. Je connais mes défauts, mais finalement, je vais m'appuyer sur mes atouts et je vais passer un bon moment. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on a tous un jeu de cartes, plus ou moins fourni. Certains manquent de cartes, mais ça veut rien dire. Au poker, vous pouvez avoir remporté la mise avec un jeu tout pourri. Je dis pas que c'est l'ultra, c'est pas le monde du bluff, mais il faut se faire confiance avec son jeu de cartes habituel, son jeu de cartes dans lequel on sait qu'on a des forces, on sait qu'on a des faiblesses. Vous avez fait le mieux que vous pouvez. Ce qui n'a pas été fait ne sera de toute façon pas intéressant de vouloir le faire absolument la semaine avant. Vous jouez, vous perdez. Voilà, l'idée c'est de vivre l'événement dans la meilleure disposition, en étant en équilibre et sans vous mentir à vous-même. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous avez fait. Vous êtes là pour vivre l'événement dans la meilleure des stratégies possibles, sans prendre de risques et en étant raccord avec vous-même. Bon Thomas, merci pour toutes ces petites infos. On a essayé d'ajouter quelques expériences personnelles. Et puis maintenant, je pense qu'on va donner aussi un peu la parole aux auditeurs qu'on a en face de nous. Bon, pour ceux qui sont en face de nous, je rappelle, on a aussi des gens qui écouteront après sur les plateformes. Donc c'est aussi, eux, ils vont pas comprendre d'où ça sort après les questions. Mais ils pourront plus poser de questions. Ah non, oui, ça sera râpé. Donc si certains ont quelques questions, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre avec plaisir. Vous parlez fort parce qu'on va pas se déplacer pour vous donner le micro. Non, on est fatigué, puis on court 2 jours après. On a Benjamin qui court la CCC. Moi, je suis sûr qu'il a des petites questions. En plus, il va jouer un peu devant, Benjamin. C'est un borneur, t'aimerais ça, Thomas. Justement, pour en revenir à Strava, toi, tu sais que tu mets a priori tous tes entraînements.
Alors, Benjamin nous demande, je répète pour le micro, Benjamin nous demande pourquoi il y a des coureurs qui ne mettent pas tout sur Strava. Alors, on peut citer quelques petits fripons comme François Den, par exemple. C'est vrai que souvent les gens me disent « Ah, mais t'as vu, là, il a fait pas mal de jours de repos, voire même quasiment une semaine. » Alors, ça me fait toujours rigoler. Je leur dis « Oui, bien sûr, on bat le record de qui a une journée sur la hard rock en ne s'entraînant pas. Hein, c'est bien connu. » Thomas, est-ce que tu aurais une info à nous donner sur le biais psychologique de quelques coureurs? Pourquoi certains mettent tout et pourquoi d'autres alors ceux qui mettent pas, on les comprend, mais pourquoi il y en a qui mettent la moitié, par exemple? Alors, en fait, il y a plein de raisons. Et là, en fait, on touche finalement la raison essentielle, qui est celle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est celle qu'on veut montrer. C'est celle qu'on veut montrer, exactement. Qu'on peut vivre un peu. Alors, Strava peut être vécu peut être utilisé comme un cahier d'entraînement, ce qui est très intéressant. Je mets tout, ça implémente des données, et ainsi de suite. Je vais pouvoir me servir de ces données-là. Moi, je me suis servi pour mon étude, par exemple, quand j'ai fait mon étude avec Nolio. C'est intéressant parce que beaucoup de gens mettent sur Strava, et puis en fait, ça fait un pont intéressant. Donc, on s'en sert de cahier d'entraînement. Après, il y a ceux qui mettent que les séances qui les arrangent parce qu'ils montrent qu'ils en ont une grande. Ils montrent que celle-là, je l'ai bien mise à Jean-René. Il va recevoir son mail comme quoi je lui ai niqué son CR. Ça, t'aimes bien. Ça, je les adore, ceux-là. Et puis voilà. Et après, il y a ceux qui vont, à un moment donné, Strava est réellement le réseau social des borneurs. Et puis avec ses biais. Donc les biais, François, il utilise ses biais pour montrer, mais pas tant. Mais est-ce que finalement, il le fait pas sur plein d'autres réseaux sociaux et que finalement, ça fait partie d'une stratégie de carrière et une stratégie de carrière professionnelle? Moi, je pense que c'est intéressant. Après, je dirais qu'il y a un autre effet pervers, et ça, je ne peux pas rentrer dans d'autres détails, mais il y a des gens qui rajoutent des séances sur Strava pour légitimer le fait que finalement, non, ils ne sont pas dopés, eux, parce que eux, tu as vu tout ce qui borne, ils rajoutent des séances. J'ai quelques noms en tête, on pourra en parler en off, mais des gens qui rajoutent pour légitimer le fait que, mais eux, c'est normal qu'ils soient devant, parce que tu as vu tout ce qui borne. Donc, Strava est un outil et faut avoir un certain recul et une certaine analyse des séances qui sont postées. Avec, encore une fois, on ne peut pas décontextualiser une séance prise isolément pour dire celle-ci, elle a bien marché, ainsi de suite. L'erreur classique, c'est effectivement analyser l'entraînement de François Den avec juste les séances qu'il met. Non. Alors, une autre question. Christophe, au lieu de glander sur ton téléphone, tu vois, j'aurais pu faire prof. C'est vrai qu'il y a arnaque un peu, Thomas. Ils ont dégonflé, non? Non, mais en fait, le Tu corps... nous parlais du dopage tout à l'heure. Non, mais j'ai retiré mes prothèses, donc du coup, effectivement, ça se voit. Non, en fait, c'est pas compliqué. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que le corps s'adapte et se désadapte. Donc, il s'adapte au même titre, beaucoup moins vite que ce qui se désadapte. Donc oui, je ne stimule plus mes mollets. Effectivement, j'ai une certaine amyotrophie de cette masse musculaire prédominante que j'avais il y a quelques années. Mais effectivement, faut comprendre un truc important sur les mollets d'ailleurs. Les mollets sont le corps musculaire qui perd le plus entre 20 et 60 ans. Il faut comprendre qu'entre 20 et 60 ans, vous perdez 33% de votre force propulsive. Donc bon, je suis juste scientifiquement normal. Mais voilà, et ça fait partie des muscles que les masters, les vétérans, les vieux, se blessent le plus parce que finalement, c'est celui qui font le plus. Ça, c'était avant qu'on fasse aussi une étude sur les fessiers, puisque plus on passe de temps assis, plus on diminue nos fessiers. Donc tu n'as pas regardé mes fesses, mais j'ai aussi énormément perdu du cul. Mais tu pourras regarder tout à l'heure, Christophe, je sais que ça t'intéresse. Et je suis un petit peu déçu que tu n'aies pas plutôt relevé que en fait, c'est mes mollets qui ont grossi et plutôt ceux de Thomas qui sont restés les mêmes. Tu vois, je suis un peu... c'est pas très sympa. Je vais peut-être me mettre comme ça, regarde. Comme ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Position. Un peu plus entraînement, nutrition, sommeil. Ah non, mais attends, elle était intéressante. Pourquoi une vraie? Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'entraînement de François, du coup, hard rock UTMB? Est-ce qu'il a ses chances de gagner ou ça peut paraître trop proche concrètement? Alors, c'est très intéressant. Moi, justement, mon Faut sentiment... répéter la question.
Ah oui, donc Christophe demande si François a pas joué un peu avec le feu en faisant la hard rock qui est quoi, 7 ou 8 semaines avant l'UTMB. Donc c'est assez proche pour faire 2 fois 100 miles. Et je dirais que c'est un peu le souci parce qu'au départ de cette UTMB, bon, finalement on lui a enlevé Pau Capel, ça c'est une bonne épine en moins sous le pied parce que quand il a vu son 20h19 en 2019, ça a dû lui faire peur. Mais il a encore ce Jim Walmsley qui va sans doute un jour réussir la performance. Donc François finalement va devoir livrer une course pleine vendredi soir. Ah oui. Et peut-être que ça peut lui coûter. Moi c'est mon avis, mais... Alors en fait il y a plein de stratégies possibles. La première, c'est effectivement Jim Walmsley, qu'il faut comprendre quand même que Jim, tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule quand même, globalement. Hein. Bon, c'est l'américain, il part trop vite, il dort, machin, mais il faut quand même comprendre qu'une fois qu'il a fini de dormir, c'est lui qui a le meilleur temps, champer l'arrivée. Hein. Ah oui, quand même. Donc il fait 5 avec le meilleur temps, champer l'arrivée. Donc peut-être que s'il dort pas et qu'il gère bien le début, ça peut quand même matcher. François, clairement, pour moi, c'est The Ghost de l'ultra randonneur. Le gars, c'est une machine, dès qu'il faut marcher, il a des grandes pattes, il a une force musculaire incroyable. J'aurais dit que l'enchaînement est clairement possible si il n'avait pas battu ce record. Là. Tu vois, il bat le record quand même de Jornet, donc tu peux pas dire qu'il était à 70%. Tu vois, et peut-être qu'il était peut-être à 95%. Quoi. Et là, je pense pas qu'il se soit ménagé. Donc, je pourrais te donner un avis clair et arrêté que, effectivement, au bout de 10 heures de course. Mais c'est joueur, clairement, c'est joueur. Mais dans ces mano à mano, pourquoi pas un troisième qui, lui, va rester en retrait et éviter de se mêler à une bataille de ouais, mais moi je suis mieux que toi en boss, et ainsi de suite, et que finalement, au bout de 10 heures, 10-12 heures, tout le monde a sauté, et puis que le troisième, il bénéficie finalement de cette stratégie un peu de mano à mano. Et c'est là que j'interviens. Et voilà, c'est là que Hugo Ferrari, avec ses 74% d'hématocrite, arrive et il casse sur la ligne avec effectivement un temps de 18h43. Ah, on rigole, mais on rigolera moins samedi après-midi. Hein. Ah non, mais c'est joueur, je te l'accorde, c'est quand même très 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 joueur. Ouais. Alors, autre question, est-ce que ça n'a pas éveillé quelques curiosités, Benjamin? Ceux qui courent pas ont le droit de poser des questions aussi. Hein. Donc Benjamin nous demande s'il y a une différence de mentalité entre les US et les Français. On peut mettre les Européens dans le lot au niveau du trail. Je dirais que le trail, il s'est construit, pour moi, il s'est un peu construit aux US. Le trail, comme on entend le mode trail, il faut comprendre que finalement le trail en France, il est né plus ou moins avec les Templiers, ce format-là. Et il a été finalement importé par l'organisateur des Templiers, Gilles Bertrand, qui l'a importé de la Western States. Donc la Western States, ça reste le 100 miles mythique des États-Unis. Donc cette vision un petit peu du trail courant, elle vient un petit peu des États-Unis. Sauf qu'en fait, là, on parle de trail qui ne court pas du tout, de la diagonale, de l'UTMB, ainsi de suite. Donc là, si on parle d'UTMB, les Américains n'ont pas du tout été finalement assez éduqués. Alors ils ont la hard rock, certes, mais bon, ils sont 45 au départ, donc on ne peut pas dire que ça représente finalement la majeure partie des coureurs américains. Donc cette vision un petit peu du trail US, c'est du trail US avec les gens qui marchent peu. Tu vois, les gabarits, c'est pas du tout les mêmes gabarits, les gars, tu sens que c'est des coureurs. Après, la vision du trail US, on est quand même sur des gens qui arrivent globalement sur les courses beaucoup mieux préparés, avec un certain, en fait, avec moins de consumérisme que de dossard. Donc ils préparent, ils choisissent leurs événements et ils s'investissent vachement plus dans la course qu'un Européen qui va dire bon, de toute façon, si je me plante ici, j'irai faire celui-là, et ainsi de suite. Donc la vision du trail US, c'est un peu plus impacté par j'ai une symbolique sur le départ et sur la course que je suis en train de faire. Après, la vision, c'est aussi je me prends moins la tête pour plein de raisons. Et peut-être après, c'est presque un problème entre guillemets économique, c'est-à-dire que l'US, ils sont beaucoup plus libéraux. Ils signent une décharge, ils savent que s'ils sont dans la panade, il n'y a pas grand-chose qui va venir les aider, hormis... donc on est peut-être sur une vision du trail différente, mais peut-être une vision de la vie différente.
Ouais, on prend une dernière question, puis après Thomas, t'avais des petites choses à faire gagner aussi. Ah, la tombola, mais oui, putain. Ouais, on va tirer la tombola. on va tirer la Et tombola. puis après, il faut aussi qu'on mange. casse la croûte Eh un bah peu oui. aussi. Hein. Je vois que personne s'est servi pour l'instant, mais sur les tables, c'est pour eux. Hein. Exactement. Allez, on prend une dernière question, puis après on passe au moment un peu plus convivial, on se rapproche de vous. Non, on passe direct à la tombola. Bon, bah, on fait la tombola, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Ah, ils sont vénales, c'est incroyable. Alors, on avait une stratégie sur la tombola qui a... Au début, on s'était dit, est-ce qu'il y a des gens ici présents qui ont joué à la tombola? Ok, parce qu'en fait, je vous explique. Ma règle, on vient de la changer. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné les lots, c'est que ceux qui sont là. Donc, on va tirer jusqu'à que ce soit le premier qui est là, qui est tiré. Ça vous va ou pas? Bon. Ah, ça va être long du coup. Ah bah attends, mais on y passera la nuit, mais alors celui qui Toi, gagne, tu fais partie des organisateurs pénibles qui, à la fin de la course, me disent attends, Hugo, on a 2 lots à faire gagner. On va piocher Non. un dossard. Puis là, on est sur un trail court 5 heures après. Je dis ouais, t'es sûr? Parce que là, il y a quand même plus grand monde. Tant pis, ceux qui restent, ils vont gagner. Bon, bah, on y va alors, on y va. Une main innocente. Alors on va faire tirer une main innocente. Yosra, qui est notre organisatrice de soirée, d'événements, qui nous a concocté cette belle soirée. Donc on va la faire tirer comme main innocente. Yosra. Alors oui, juste un truc. Hein. On a deux, c'est les hommes et les femmes. On est très ici, on est comme ça. Donc là, c'est les femmes. Les femmes. J'éteins le micro ou pas? Bon, non, on peut parler comme ça. Ça évite de se lever. Alors, Sophie Cournol. Sophie Cournol. Alors, Sophie Cournol, c'est la femme de Stéphane Cournol qui n'est pas là. Donc, bah, on peut passer. Allez, on retire. Tu vois, tu le referas plus ça, après, tu verras. Pauline Vaillard. Eh ben non. Eh ben. Pauline Vaillard. Non, Pauline Vaillard. Ah, non. Non, monsieur, non. Non, Paulin. Les ça gens va. essayent aussi avec leurs enfants dans les événements, on les grille tout de suite. On parle quand même d'un lot d'une paire de chaussures ASICS. Ah, tu les as pas présentés. Ballard. Paola Ballard. Paola Ballard. On passe. Décidément, j'ai vraiment une. Ah bah, t'as une main innocente. Marine, le cuisinier. Ah ouais, tiens, c'est toi, tu l'as mis. Non, elle est pas là. Elle est pas là. Ah oui, elle pourrait même pas gagner. Alors, Jenny Storniolo. Jenny Sorniolo. On passe. Bon, Sinon, bah, on on demande va à y Dame passer une comment heure. elle Hein. Bon, levez les mains, les filles qui ont joué là. 1, 2, vos noms. Non, 4, 5. Véronique Briessal. On passe. Non, mais Véronique Briessal. On va y arriver. On va y arriver, Si il y en a 5 joueuses, on Oh, va il y y en a que arriver. 512, c'est bon. On va y arriver. Mais il y en a quelques-uns quand même. Hein. Annalisa Oula. Annalisa. Ah, Perdu. toujours pas. Bon, bah écoutez, je vais peut-être tirer un homme hein, finalement. Ouais, bah, attends, Ce sera on peut-être sait jamais. plus, Mais non, bah, il y en a 5 là, on va bien tomber dessus. Alors, Maxence Dossetto. Alors, Thomas, t'as Moi, je fais les filles, moi. tenté une main? Jenny Sturniolo. Raté. Alors, Yves Mauroy. Yves Mauroy. Justine Brielsac. Non. Ah, bon, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Mettez une petite laine. Hein. Franck Trezomini. Kate Dawson. Je sais qui c'est. Elle est pas là. Ah oui, Ah, putain, le raton, quoi. Oh, le rat. Non, mais je le connais bien, Christophe, et je m'attendais à un coup fourré de sa part sur la fin de la partie. Putain, c'est le gars, il a pas pris un relais, mais quand même, à la fin, il dit ah, vas-y. Mais quand même, il pointe son nez dans la dernière ligne. Tu sais, tu l'avais oublié dans la roue. Ouais, tu l'as oublié dans la route. Tu dis putain, mais qu'est-ce qu'il fait, lui hein Ariana Bragheri. François Vous aviez bien mis Cyril vos. Géroux. Oh putain, on en a un. Tu sortiras ta carte d'identité quand même. Non, c'est bon, je le connais. Alors, Thomas. qu'est-ce qu'a gagné Je te remercie. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné. Thomas, tu peux présenter? Il a gagné tout? Donc, il a gagné une paire de chaussures ASICS. Tu me donneras ta pointure. Si c'est cette pointure, ça m'arrange, je te cache pas. Et un lot Sunto avec des goodies, un mug, une casquette et un code promo de 50%.
T'es pas venu pour rien. Félicitations. Et chez les femmes. Et chez les femmes, attends, on attend. Bah, les filles, elles ont gagné la même chose, mais on sait pas qui. Charlotte. Non. Ah non, mais là, il y a un complot. Ah, il est bon. Putain, c'est Clémence de Koh-Lanta. Elle a Bien gagné joué, 2 François. fois, mais elle revient. Ça fait comme je t'ai dit, c'est bien. C'est bien. Bon, bah désolé pour ceux qui sont venus pour rien. Non, mais on va manger après. Et ben, on va manger, voilà. Vous avez... En tout cas, bon, j'espère que cette thématique de soirée vous a intéressé. Il y a un deuxième pack Sunto, elle m'a dit. Ah, il y a un deuxième pack Sunto. Donc on en tient encore. Encore. Hein? De quoi? C'est pour les deux. Ah, c'est chaussures et pack. Putain, ils sont équipés pour l'hiver. Ouais. D'accord, bah c'est bon. On tire plus alors. On On tire va plus. manger alors. On va manger. Voilà. Merci à tout le monde. Bon, bah voilà. Merci d'être venu. C'était un départ, une conférence. Ah, comment? Ouais, je remercie une dernière fois Sunto, ASICS. Bon, ASICS, ils savent pas encore trop qu'ils ont donné des lots, mais je m'arrangerai. Et l'index, bien sûr, de nous accueillir. On a fait une carte spéciale, donc LC, tout ce qui va bien. Normalement, quand vous mangez là, ça sera bon pour l'UTMB. Eh ben on verra samedi après-midi. Si Ça j'ai gagné, Thomas, je recommanderai avec plaisir cet endroit. Merci à tous. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.